D'accord. On a tous arrêté de parler. Ah, ça, c'est la période suspense, tu vois. Exact. Ça commence quand la pression. Là, c'est le moment où Jim il doit lâcher son 16. Non, parce que souvent, je me suis allé en speed et tu te rends compte que ça enregistre pas et t'as le seum de ta vie, tu vois. Voilà. Là, on est sûr que tout est stéréo. Boom. Sur Streamlabs, c'est corrigé. Hop. Ouais, pas belle la vie. Mais on doit parler aussi pour voir ou pas? T'as dit quoi? Hey. Ah, vous avez parlé comme des séducteurs. Allez, tu nous fais ton intro de BG. Hein. Les sujets. Ah, tu veux que je fasse l'intro BG? Les Ah sujets. ouais, on veut la vraie intro de BG. Hein. Ok, bah je fais la vraie intro. Hop. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis en direct du mix-up, je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Avec moi, il y a aussi Axis, invité spécial qui va venir nous aider à interviewer le boss, le coach, le mec, monsieur événementiel e-sport à Lyon. Flo, comme son nom le dit, Sama. Salut la commu. Yes! Et bien sûr, votre podcasteur préféré, Izu DW, Griot et Oracle de Décam sont venus pour palabrer les dires et dire les palabres. Parce que la compréhension de mon écoute dépasse l'entendement. Sachez un truc, les gars, si ça vous tient à cœur, c'est que c'est important. Et ici, on en parle. Geekery, zikri, dinguerie dans The Izu DW Podcast. Et c'est Cheers. parti. Alright. Putain d'intro. Hey. Ça chauffe bien. Ah, ça met. Eh ouais, on est à Lyon, Ouais, là, c'est faut cool, qu'on ça. match le level. On sent l'énergie. J'aime Exact. beaucoup. En parlant d'énergie, comment tout le monde va là? Moi, franchement, ça va très bien. On est au mix-up 2022 à Lyon. Ça fait longtemps que je suis pas venu et à chaque fois que je viens, je suis jamais déçu, gros. Ah. Et toi, Flo? Ah, très bien. Après toutes ces années de Covid, de lockdown, là, C'est ça. là on est bien. Revoir des gens après 3 ans de diète. Grave. C'était la diète, hein. Le Ouais. online c'est la diète pour moi. Ouais. Ça me fait tellement plaisir. En plus, là, aujourd'hui, tu peux vraiment kiffer parce que tu lâches un peu au niveau regard. Je lâche un peu au niveau regard, ouais. On va dire, dans les faits, dans l'exécution, mais dans la tête, encore dedans. Ah, c'est toujours pareil. Ce truc-là, je l'ai monté avec l'équipe. On a commencé. C'est une évolution d'un plus vieux projet, on reviendra après là-dessus. Mais le premier mix-up, c'est 2017. On a tous charbonné ensemble. On est une équipe très soudée, on est une bande de potes. Et devoir, on va dire, m'éloigner un petit peu, ça me prend le cœur. Ça me touche. Ouais. Mais je comprends que c'est nécessaire. Et je pense que être présent sur cet événement et le vivre, c'est une épreuve mais nécessaire pour moi pour pouvoir aussi évoluer. Et quelque part, c'est plaisant parce que d'habitude, toi, tu vois les gens qui viennent au mix-up, qui sont tout contents, qui en parlent sur les réseaux sociaux, mais tu n'as jamais vraiment vécu le mix-up. De l'extérieur, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as vécu en tant qu'orga. Donc toujours pressé, toujours en train de courir partout, toujours en train de régler les problèmes. Et là, c'est la première fois, en vrai, que tu arrives et tu participes à l'événement comme nous. Je pense que je le vivrai mieux l'année prochaine, en vrai. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir le cul un peu entre deux chaises. Et je comprends que ma place est différente, mais j'arrive pas encore à la vivre. Et je pense que j'ai besoin de vivre ça, de l'intérioriser, de l'analyser. Et une fois que c'est fait, et ça sera fait, je sais que je m'amuserai beaucoup plus l'année prochaine. Ouais, on va dire que c'est la période de transition. C'est quoi. ça, tout à fait. Mais je le vis un peu comme une épreuve et ça fait partie de la vie, de toute manière. Il faut en passer par là. Yeah. C'est difficile de lâcher la prise sur là-dessus. Là, on entend le public gueuler. Ouais. Les top 8 sont de folie. Voilà. C'est, encore une fois, c'est difficile, c'est nécessaire. Et ça reste une bande de potes qui gère ça. Donc je m'inquiète pas plus que ça. En fait. Ok. Bah, tu vois, t'as parlé tout à l'heure du fait que ça fasse un bail, que ça vient d'un projet qui date d'il y a un peu plus longtemps. Et on sent qu'il y a de la passion dans ta voix, on sent on va dire, un manque, t'es touché. Et puis on sent aussi qu'il y a une déformation professionnelle, ce qui veut dire que ça fait un bail que tu es dedans. Et d'ailleurs, on n'a pas le titre de Sama pour rien. Donc revenons un peu à l'épisode 1. Quand t'étais Flo tout court. Quand t'étais flou tout court. Là, en fait, moi je commence à avoir un certain âge, j'ai un âge certain, j'ai 40 ans en janvier. Wow. Et, Tu les fais pas. ouais. Et en fait, les jeux de combat, je suis tombé dedans assez tardivement par rapport à d'autres de la commu. Il y a plein d'anciens dans plein de communes où ils ont commencé, ils étaient ados ou jeunes adultes, on va dire, si ce n'est pas même avant ça, enfants.
Et moi, les jeux de combat, ils me sont tombés dessus un peu par hasard. J'avais 27, 28 ans, tu vois. Et pour l'anecdote, en fait, j'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai passé 7 mois de ma vie en Nouvelle-Zélande. Et c'était l'hiver. Il faisait un peu mauvais. Ma copine, à l'époque, elle bossait dans un café. Donc, je la voyais pas trop le week-end. Et il y avait des jours, c'était vraiment dégueulasse. J'avais récupéré une vieille Nintendo DS. Avec les trucs arcade pour émuler les jeux. Et j'avais trouvé plein de jeux de baston à l'ancienne de SNK, dont Garou. Ça tournait pas du tout, le truc était horrible. Non, c'était vraiment de la merde. Mais je voyais le potentiel, j'étais putain, mais en fait, c'est vrai que les jeux de combat, ça a l'air sympa. Et à mon retour en France, j'ai découvert GGPO. Et j'ai joué à fond sur Garou pendant 1 an et demi, 2 ans. J'étais à Lyon mais je connaissais pas. Pour moi la Fighting Game Community, la FGC, je connaissais pas. C'était vraiment... J'étais loin de me douter de tout ça en vrai. Et de fil en aiguille, avec la sortie de Super Street 4 et Jury qui m'intéressait beaucoup, j'ai commencé à jouer, à rencontrer des gens et c'est parti de là. Voilà. En fait, quand t'as commencé, t'étais un vieux jeune joueur. C'était à peu près ça. Voilà. Je suis tombé vraiment tardivement là-dessus. Voilà. Tout est parti d'une DS. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le début le plus étrange dans le combat. C'est parti d'un dimanche pluvieux en Nouvelle-Zélande. Voilà. Dédicace à la pluie du Big shout out to la pluie. Yeah. Et ça, c'était t'as dit quelle année à peu près? Ça, c'était en 2008. 2008. Voilà. Donc après, je suis rentré en France fin 2008, 2009. Une bonne partie de 2010 à jouer, surtout sur GGP ou à Garou. Et à partir de 2010, gros investissement de ma part sur Street Kart, même si à l'époque, bon, j'avais un niveau de merde, mais voilà, je voulais progresser, il y avait cette envie. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer un peu la communauté lyonnaise. C'est Toshiro, le joueur de CVS2, qui m'a ramené une fois chez Sex de Sinner, qui avait KX, il y avait tous les Lyonnais, ça dosait à fond Street 4 à l'époque. On était dans le T1 bis de Essex à 40, ça sentait le fauve. Mais c'est les bons souvenirs. On a tous commencé comme ça. Grave. Dédicace à SX aussi. Et à T1 mais franchement, si ces mecs-là, ils n'avaient pas été là pour faire des sessions régulières chez eux, bah en fait, il se passait rien à Lyon. Et on a joué pendant un long moment chez eux. On essayait de faire des petits événements à droite à gauche. Il y a Game Spirit qui gérait à l'époque comment s'appelle, l'ESB, l'European Street Battle. Ils en ont fait 2 éditions. Et après la 2e édition, où j'avais aidé un petit peu, je commençais à prendre un peu goût à l'organisme. En fait, c'est sympa. Et mine de rien, on a une belle commu. Il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de gens de tous horizons, que ce soit socialement, ethniquement. Et malgré les différences qu'on a dans notre commu, ça rassemble. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut protéger aujourd'hui. On est dans un monde où malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être heureux, il faut vivre avec des personnes qui ont les mêmes opinions que toi, qui ont les mêmes activités que toi. Je pense que c'est de la merde. Et quand j'ai vu la commu et que je l'ai compris, j'ai fait ça, il faut le protéger. Et je me suis dit, vas-y, on fait un truc à Lyon, il faut qu'on monte une structure, il faut qu'on se bouge un petit peu pour faire plus d'événements, pour faire grossir la commu, pour faire monter le level, et surtout pour kiffer. Surtout pour kiffer. Et du coup, fin 2012, j'ai contacté pas mal de gens qui traînaient à Game Spirit, à la salle d'arcade, que ce soit Q, Zargat et plein d'autres personnes. Et j'ai dit, vas-y, franchement, Game Spirit, ils viennent de déménager, ils ont un nouveau local, ils ont plus d'arcade, ils ont de la place, ils sont chauds, on fait un truc, on monte une asso. On en parle à tous les joueurs, on prend leur cotisation, on avance, on achète du matos et on part de là. Puis on verra bien ce que ça donne. Et bon retour de la commu sur le projet. Il y a plein de gens qui nous ont fait confiance, des gens qui nous ont lâché du coup les 20 balles de cotisation annuelle. Là, on est en quelle année là? Et là, on est sur fin 2012. On est fin 2012. La date de création de l'asso, la déclaration de préfecture, c'est le 25 décembre 2012. Joyeux Noël. Ou le 24, non c'est le 24, c'est avant Noël, voilà. Naissance du Christ. Et donc c'est parti de là, donc on avait quoi? On a réussi à récolter 1000-1500 balles de mémoire à l'époque. Quand même. Et on a commencé à acheter quelques écrans Yamaha, on a acheté, il n'y avait pas assez de chaises pour asseoir tout le monde à Game Spirit. On a trouvé une annonce sur le Bon Coin, il y avait Monsieur Kim qui rentrait en Corée chez lui. Et il vendait 5, je sais pas ce qu'il faisait chez lui, il avait 50 chaises en bois. On a débarqué, on a dit on prend tout le stock. Il a dit vous êtes sûr? Oui, tout le stock. On lui a acheté toutes ses chaises. On a acheté des planches en bois, des tréteaux, quelques nappes. On a dit aux joueurs ramenez vos consoles, vos écrans pour ceux qui peuvent. Et puis ça a démarré comme ça.
Mais tu vois, ça c'est assez beau quand même. C'est Parce ouf, que hein. tu fais avec les moyens qu'il y a, les moyens de bord, tu vois, et ça c'est beau. Et il y a beaucoup de chance quand même, hein, parce que Monsieur Kim qui soit là avec Kim, ses le 50 chairman, chaises, le voilà. chairman. Et la salle, vous l'avez eu comment? Bah, Game Spirit, ça fait partie de l'ADN lyonnais du jeu de combat, de par leur amour de l'arcade, de par l'amour qu'a Guillaume de Game Spirit pour 3.3. Donc il y avait une envie, je pense, commune de pousser pour le développement de la commu. Et comme ils avaient beaucoup de place, et que nous, de toute manière, Game Spirit, c'était pas un magasin de jeux vidéo, c'était pas une salle d'arcade, c'était un lieu de vie. Ça a D'accord. toujours été un lieu de vie. Et ils nous ont fait confiance pendant très longtemps dans le cadre des rankings mensuels qu'on faisait, parce que ça, c'est le tout premier projet de l'assaut. En fait, c'est se dire chaque mois, le dernier dimanche de chaque mois, bah, on a un endroit, on se réunit, on dose sur un nombre incalculable de jeux, que ce soit sur console ou en arcade. Voilà. Donc c'est plus parce que c'est des gens de la commu. En fait, Game Spirit, c'est des gens de la commu. Et ça leur faisait très plaisir aussi de voir que on pouvait prendre les rênes et les aider, faire venir du monde au sein de leur magasin et ainsi de suite. Nice ça. Bon, ça c'est pas mal. Et maintenant, le truc que moi que je me demande à chaque fois, c'est que j'entends souvent la plupart des gens qui créent en tout cas les événements et qui ont révolutionné l'e-sport en France, sont partis entre guillemets de rien. Je me dis mais comment tu arrives à te dire, ok, pour monter une asso, il faut faire ça, il faut que j'aille chercher ici, il faut que je monte ce plan-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a coaché ou tu as tout appris de toi-même? On a tout appris sur le tas. En plus, il n'y avait pas trop Internet à l'époque. Toutes les infos Non, aussi. mais quand même. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de trouver de l'aide. Et rien que dans le cadre de la création d'une association, je pense que l'État a fait de gros progrès. Et tu comprends rapidement ce qu'il faut. Alors après, c'est pas non plus la croix et la bannière. Quand j'ai monté ça, j'étais pas non plus un gosse de 17-18 ans qui avait besoin de comprendre la vie. J'avais déjà un peu de bagage, j'approchais de la trentaine. T'avais déjà voté, t'avais tes papiers, Non mais voilà. t'avais déjà vu une préfecture. En fait, pour le coup, on va dire le bureau de base qui a monté l'assaut, on était déjà très mature et on avait une bonne expérience de vie et des gens très sérieux. À partir de là, il n'y a pas grand chose qui fait peur. Et ensuite, l'organisation d'événements en soi-même, c'est quelque chose que tu apprends sur le tas au fur et à mesure que tes projets grossissent. Tu sais ce On qu'on n'a dit, jamais vraiment brûlé les étapes. Si, en fait, on a brûlé une étape, on a slalomé entre les balles et c'est passé. On y reviendra après. Mais en règle générale, tout s'est fait très naturellement. Très naturellement, on a pris notre temps, on a compris ce qui faisait un bon événement, on a surtout compris ce qu'on voulait voir nous comme événement, parce que la base de la base, c'est se dire on est des joueurs de jeux de combat, on veut faire. Si jamais tu pars en tournoi, que tu veux faire un truc, qu'est-ce que tu veux voir? Comment tu veux kiffer ton événement? Où est-ce qu'on doit appuyer pour que la qualité soit là? Voilà. Après, c'est simple. Et là, quels sont, si tu dois te dire, les 5 galères, enfin les 5 trucs... Les 5 plus grosses galères qu'on ait connues? Ouais, ou les 5 trucs à éviter, quoi. Faites attention à ça. Monter une asso pour les nuls. Je vais vous faire mon petit top des galères qu'on a eues, et puis après on partira un peu sur les conseils éventuellement. La première plus grosse galère qu'on ait vécue, je pense, c'est le SGB 2015. Le SGB 2015, c'est notre premier tournoi interne. Street Fighter Grand Battle. Le Street Fighter Grand Battle 2015 sur USF4. Le premier Street Grand Battle, c'était en 2014. On l'avait fait à Game Spirit avec tous les Français, une grosse partie de la commu. Il y avait Kong, il y avait le Toops, il y avait Luffy. Il y avait quasiment tous les joueurs, on va dire, sérieux du moment sur Street 4. Et le seul étranger qui était là, c'était Ryan Hart. Et c'était notre première expérience. On fait autre chose que les rankings habituels. Voilà. On a un truc en plus, on a fait ça. L'année suivante, via un contact de KX, big up à KX au passage. Dédicace à KX. Il nous a mis en contact avec une boîte, avec une plateforme de stream qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, elle existe, mais elle a changé de nom parce qu'elle a fusionné avec un Coréen. C'était Hitbox. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Hitbox. C'était plus ou moins la deuxième plus grosse plateforme de stream. Deuxième, mais très loin derrière Twitch, parce que Twitch pliait le game déjà à l'époque. Et eux, ils nous ont dit, en fait, on veut faire un peu de jeu de combat sur notre plateforme de stream, et on vous paye un cash price et une équipe de stream internationale. Et ils ont mis pas mal de pognon sur la table. Donc nous, on a dit, trop bien. À l'époque, au même moment, il y a le Meltdown qui se monte. Le Meltdown Lyon. On rencontre les gars, on leur dit, voilà, nous, on a ce projet, et on cherche une salle pour accueillir un 128 joueurs à peu près dans l'idée. Et ils nous disent banco. On y va, pas de souci. Les travaux prennent du retard.
Oui, pour l'ouverture du bar, tu veux pour dire. l'ouverture du Meltdown qui était du coup en travaux, mais vraiment beaucoup de retard. Et la date approche. Attentat de Paris. Non. Bataclan. Ouais. Et les mecs disent non, on le fait plus. Voilà. Damn. Et là, on est à une semaine de l'event et on fait bon, on a plus de salles. On a vendu les 128 places en un mois. Et on a même rajouté 42 places pour faire un 160. On a écoulé en une semaine. En fait, on avait tellement pété le game. C'était fou cet event, tu vois. On avait un nombre incalculable de joueurs internationaux pour un tournoi random sorti de nulle part. Ouais. On avait Keoma qui venait du Brésil. Ah oui. On avait Santa Ruman, Kitty Kotiken qui venait du Japon. On avait Chien qui venait de Singapour. Human Bomb de Hong Kong. On avait Kebrat des États-Unis. On avait tous les Européens, tous les Anglais étaient là. On avait Phenom, on avait Veggie. Toute l'Europe était là et on avait quand même pas mal de jolies têtes à l'Inter. Attentat, quelques inters annuls et là, la salle, je fais et au final, Game Spirit nous ont sauvés. Ils avaient un contact dans un bar, dans un restaurant-bar, on va dire, pas très loin de l'université Lyon 3. Ouais. Et on a pu changer de salle au dernier moment. Mais j'ai pas dormi pendant 3 jours. Ouais, tu m'étonnes. Oui. J'ai toujours beaucoup de mal à gérer mon anxiété en événementiel quand l'événement approche. Quand il y a des choses, quand il y a des problématiques, ça me dérange pas de travailler pour les résoudre, mais ça me touche profondément. Ouais. Je lutte contre ça depuis 10 ans. C'est toujours pas passé. C'est un peu le propre de l'événementiel, finalement, de gérer l'imprévu, de le c'est dompter dur. au maximum. Et quand c'est pas ton métier et que tu apprends sur le tas, et même si tu aimes faire les choses, j'avoue que moi l'anxiété en événementiel, quand les problèmes commencent à arriver, ça me fout toujours en bas. Ça va mieux. Peut-être que dans 20 ans ça sera fini, tu vois. Mais là ça fait 10 ans, c'est pas encore terminé, même si ça va bien mieux. Là c'était la première grosse galère qu'on a Du coup, vous avez fait l'événement dans un restaurant. C'était un restaurant universitaire, mais en fait il était assez bien agencé avec il y avait une mezzanine un peu où il y avait des postes Street 5. C'est la première fois que tu pouvais jouer à Street 5 à Lyon. Je sais pas s'il y a eu d'autres dates avant où tu pouvais jouer en France, mais du coup, les gens étaient contents aussi de pouvoir toucher pour la première fois à Street 5. Et ensuite, en dessous, tu avais 2 parties. Il y avait largement assez de place. On était un petit peu serré, mais ça allait. Et à l'époque, c'était. On a fait un bon tournoi inter. Là, il y avait. J'ai oublié un des joueurs inter. Il y avait Gamerby aussi. Ah oui. Ah, chier. Non, mais c'était stacké de fou. Ouais, en fait. non. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait autant de joueurs? C'est la plateforme qui a communiqué sur ça? Alors, ou... on avait un bon cash price parce qu'ils avaient mis 5K sur la table. Donc, à l'époque, 2015, les premiers CPT, ainsi de suite, 5K, ça comptait. Ça continue à compter, hein, 5K. Ça continue à compter, mais C'était voilà, déjà, pour un event qui sort de nulle part, Ouais. c'était pas mal. Et on avait fait une strat en fait, qui était, on s'est dit, il y a un tournoi premier en Europe, c'était la DreamHack Winter en Suède à l'époque, et on s'est dit, on se met une semaine avant, avec un cash price pas dégueulasse, une semaine avant un tournoi important pour le Capcom Pro Tour. Ah, les gens en sont Europe, prêts pour voyager déjà. potentiellement les mecs ils vont faire les deux, tu vois. Et ma plus grosse victoire sur cet événement, à la fin du tournoi, c'est Gamerby qui gagne, d'accord. Et là, il va pour se barrer, je lui dis au revoir et je lui dis bonne chance pour le tournoi en Suède. Il me dit quel tournoi? Aïe, aïe, aïe. Bars. Real talk. Real talk. Bars. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés parce qu'en fait, il est venu faire cet événement juste parce qu'on avait fait une belle com. Le cash price n'était pas dégueulasse, on s'était sorti les doigts. Et depuis, Bruce Gamerby, c'est un gars que je kiffe, avec qui je communique régulièrement. Gros big up à lui. Et ouais, ça, c'est une grosse victoire. Il m'a laissé, on avait fait des chèques, un peu, tu sais, des gros chèques là, cartonnés. Il me l'a laissé le sien parce que beaucoup trop grand pour passer dans l'avion, bien évidemment. Il me l'a signé, c'est toujours une déco que j'ai à la maison et que je garderai toute ma vie. Dédicace à Gamerby. Bah, du coup, il y a deux choses. Hit Combo, ils avaient drop le principe juste avant l'événement, mais ils ont gardé quand même les 5000 balles. Ou vous avez dû mettre ça de votre poche? C'est pas la boîte qui nous a financé ça, c'est la salle en fait qui nous a planté. C'est la salle. Ouais. Okay, et on leur en veut pas du tout. Le meltdown, c'est le meltdown. C'était ce que c'était. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de voilà. Il n'y a pas de souci avec le meltdown, big shout out à eux. Voilà. Mais c'était une bonne galère quand même. Et c'était un événement qui tenait avec quelques bouts de ficelle. Alors là, je crois que les 3/4 du matos qu'on a utilisé sur l'événement, c'était des commandes Amazon qu'on a renvoyées après l'événement pour se faire rembourser. J'ai une question con. Oh yeah. Mais est-ce qu'une cantine c'est équipé pour faire un tournoi en fait? Et surtout, logistiquement, tu sais, avec une internet, semaine avant. internet, les prises, tu vois? Alors,
pour Internet, il n'y avait pas. On a pris des routeurs 4G qu'on a mis devant les fenêtres pour être sûr que ça capte bien. Et on a tiré plus de 100 mètres de câbles dans les plafonds. On a loué un écran avec un projecteur. Le projecteur, on a réussi à le fixer au plafond avec des... je sais plus qu'on appelle ça, des non pas des colstoïdes, des espèces de bagues en plastique que tu peux serrer. Des risons. Tout tenait à coup de système D. Un genre de Serflex, quoi. Ouais. Et au final, parce que la qualité du staffing était là, le nombre de postes était là, l'ambiance était là, les joueurs ils ont kiffé. C'était du fait maison, quoi. Tout était fait maison, mais tout a tenu, a tenu. Et malgré le fait que tu sentais, ça fleurait bon l'amateurisme, mais il y avait l'énergie qui était là. Ouais, il y avait l'esprit et du coup, en fait, la commu, elle a kiffé. Et toi, ton cœur, il battait à combien là? Tu te dis, imagine le projo, il tombe. La 4G, elle coupe. Il y a du vent là. Parce que tu dis 3 jours avant, mais là, même pendant, t'es en mode ah ouais. On a serré les fesses, mais une fois que tu es dans l'énergie de l'événement et que tu vois, et si on ne dit pas il y a une problématique, en fait tout se passe bien, tout se passe bien. Voilà. Ça, c'était notre première grosse galère. La deuxième grosse galère qu'on a eue, c'était le SGB 2016 qui n'a pas pu se faire. En fait, on avait pour but de faire le SGB 2016 ici. On avait déjà repéré la salle de l'espace 140 à Rieux-la-Pape dans le Grand Lyon. Et malheureusement, la fibre était en train d'être installée. Et en fait, non. Et en fait, c'est pas arrivé à temps. On a préféré, plutôt que de se dire on va être dans une session très compliquée, lastminute.com, on a préféré arrêter là. Safeisé, ouais. On a changé le SGB en ESB, en European Street Battle. On a repris la licence qu'avait développée Game Spirit à l'époque et on a retravaillé du coup avec le Meltdown qui avait fini ses travaux. Et on a pu faire le ESB là-bas. On a même fait un deuxième par la suite. Voilà. Et ça a été un peu une période de transition et de montée en puissance d'un point de vue local et en réputation de l'assaut qui nous a bien servi pour la suite. Donc on a pu retravailler un peu nos bases, on va dire, grâce aux 2 ESB qu'il y a eu avant l'avènement du SGB 2017 transformé en Mixa. Et j'imagine qu'avec tous ces événements, du coup, ça remplit un peu les caisses de l'assaut pour acheter du matos ou des trucs comme ça, peut-être. C'est ça. En règle générale, tous les événements qu'on fait, on fait payer les gens en dehors de tout ce qui est ranking compagnie, même des rankings. Il y a quand même beaucoup de matos qui est acheté et ça grossit le stock de matos qui peut être utilisé dans le cadre d'événements. Aujourd'hui, on a un parc de 14 bornes de mémoire, on a plus de 60 écrans, on a 20 PS4. On doit avoir 3 PC de stream, enfin on a vraiment beaucoup de matos. Et vous utilisez, vous continuez les rankings mensuels ou là c'est maintenant que de l'événement annuel? On continue toujours les rankings, alors on ne fait plus ça à Game Spirit parce que malheureusement c'est un peu petit maintenant. Et on a un partenariat avec une école qui s'appelle Epitech à Lyon, qu'on remercie chaleureusement. C'est vraiment une école super, le dirigeant est un homme formidable et je dis pas ça parce qu'on a les locaux là-bas gratuitement, mais pour avoir fait quelques réunions avec lui et parler, voilà, c'est une bonne âme. C'est une bonne âme et franchement on a beaucoup de chance d'être accueillis là-bas dans le cadre de ces événements. Merci à lui. Comment tu trouves ces partenariats là? Parce que comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a créé l'association, mais il y a aussi à faire toute cette démarche-là, trouver des partenaires. Comment tu te lances dedans? Comment tu apprends les financements, tout ça. Bien sûr, c'est compliqué. Alors, dans le cadre de l'école, c'est plus Kip qui nous a trouvé ça. Dédicace à Kip. Kip, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui s'investit énormément sur différents projets. Et une fois qu'il a rejoint la dose, il a fait aussi d'autres choses avec d'autres associations. C'est du Smash aussi? Ouais, notamment. Smash, wow. Notamment GameTech, qui est du coup une des associations de l'école où nos rankings sont hébergés. D'accord. Et c'est lui qui a créé cette relation entre nous et GameTech. Et en fait, le deal qu'on a avec l'école, c'est que GameTech, vu que c'est une association étudiante, souvent le bureau change. Souvent, les gens, une fois qu'ils ont quitté leurs études, ils se barrent et ainsi de suite. Et il y a un certain savoir-faire qui peut partir avec certains dirigeants. Donc nous, on veille un peu au grain. Et du point de vue gestion associative et légale, quand il y a un nouveau bureau en début d'année, on fait des points avec eux, on voit ce qui a besoin d'être appris de leur côté et on leur sert de support. Voilà. Donc c'est un peu le deal. Et en échange, on peut faire nos événements là-bas.
on est dans une situation où on voulait faire les choses ensemble, avec Smash et nos jeux en même temps. Le Covid a fait que on a dû séparer un peu pour l'instant. Eux, ils sont le samedi, nous, on est le dimanche. Et à l'avenir, on verra. Pour revenir à ta question, je pense que le plus important, quand tu veux commencer à démarcher des personnes, c'est savoir être un peu culotté, avoir un bon dossier et construire un réseau petit à petit. Avoir un bon réseau, ça compte parce que tu peux potentiellement avoir quelqu'un dans ton réseau qui va connaître quelqu'un, et il faut toujours utiliser son réseau à bon escient. Il ne faut pas réseauter pour réseauter et puis devenir avide de trop avoir de contacts et ainsi de suite. Ça se passe aussi naturellement. Si c'est pas naturel, de toute manière, ça marche pas. Mais voilà, bien présenter, avoir de bons projets et forcer les portes quand il faut les forcer parfois. Voilà. Insister quoi. Et je donne un petit conseil. Bien souvent, quand vous allez chercher un contact dans une boîte, je sais pas, moi je cherche tel directeur marketing de telle boîte. Je sais pas qui c'est, je sais pas comment faire. Première étape, un coup sur Google, tu mets le nom de la boîte, tu mets le nom du pays qui t'intéresse, tu mets le nom du poste. 8 fois sur 10, 4 fois sur 5, tu vas avoir le LinkedIn qui va arriver et tu vas avoir le nom du gars. Okay. Ça, c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça, il y a des sites internet, notamment hunter.io, qui te permettent de comprendre comment les adresses email de tel ou tel serveur sont construites. Donc tu vas, je dis une connerie. Pour avoir l'arborescence. C'est ça. Du coup, tu vas rentrer le site internet de ladose.net sur hunter.io et il va dire, bah voilà les adresses que je connais. Donc tu vas avoir une liste de personnes et tu vas comprendre que par exemple, les adresses mail chez cette boîte, c'est première lettre du prénom, bnpparibas.com. Voilà. Par exemple. Tout à fait. Et du coup, tu vas te retrouver dans une situation où juste en faisant ces quelques petites actions, tu vas pouvoir piffer l'adresse mail du contact que tu vas avoir. Voilà. Ensuite vient l'étape de la rédaction du mail. Si tu fais un mail de 2 pieds de long, le mec il ne le lira pas. Il faut trouver le juste équilibre qui va attiser sa curiosité sans en dire trop pour qu'il puisse te recontacter derrière. Voilà. Et ça par exemple, c'est la façon dont moi je suis rentré en contact avec Astro en 2018 pour les mix-amps aujourd'hui qui sont là. C'est un vrai tips là qui nous a balancé. De dingue, en plus c'est bien de ta part de partager comme ça. Ah mais moi je partage tout. Comme je te le disais hier, moi quand il y a quelqu'un dans la commu qui vient me voir et qui me dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils, je prends le temps qu'il faut. Toujours. On est tous partis de zéro et si on m'avait expliqué certaines choses, ça m'aurait peut-être facilité la vie. Et voilà. Il faut aider, il faut être bienveillant dans la commune. Tu l'as toujours été ou c'est en travaillant dans le domaine que tu l'es devenu comme ça? Je sais pas trop. Ça a l'air d'être un principe personnel parce que souvent dans l'associatif, il peut arriver que ce soit des chasses gardées et là, tu as un bon partage. En tout cas, je salue la démarche. Je pense que c'est un peu naturel. Je fais partie du genre de gars qui va, si tu me demandes de t'aider à trouver ton chemin dans la rue, je vais t'aider, T'es un peu canadien, non? Je sais pas. Parce qu'on dit que les Canadiens sont sympas, tu vois. Est-ce que t'aimes bien la poutine? J'ai jamais goûté. Je fais un très mauvais Canadien. Après, je pense que c'est une question d'éducation. Mais c'est assez naturel. Je pars du principe que si t'aides les gens, en règle générale, t'es aidé en retour. Un cercle vertueux. C'est ça. On parlait du réseau aussi avec les partenaires externes, mais aussi la constitution de l'équipe. Parce que un truc assez intéressant, vous avez je sais pas qui est le service communication ici, ou marketing, mais en tout cas, les logos sont beaux. Je me rappelle qu'à un moment donné, vous aviez un trailer, c'était un son rap. Je trouve ça super original, je sais pas qui l'a écrit d'ailleurs, on l'a remis là-dessus. On l'a refait cette année. Ça c'est vraiment personnel, j'ai apprécié la démarche. T'as vu? C'est stylé. Le clip était stylé, ça se voit que t'aimes le rap. Les montages, les textes, tout ça. Et donc on va revenir là-dessus, sur même la passion du rap. Mais cette constitution de l'équipe, c'est uniquement des gens de la communauté de joueurs. Vous allez chercher des ressources un peu en extérieur. Comment ça s'est construit? Non, on est tout on fait tout entre nous. En fait, c'est une des grosses forces de l'asso, et ça c'est quelque chose que je répète depuis sa création, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chance dans le sens où l'ensemble des personnes qui constituent l'asso, ou une bonne majorité, sont des personnes très compétentes dans des milieux divers et variés. Q's, en tant que graphiste et web designer, il gère. On a Blackmain qui est
qui est dessinateur, designer, et c'est un mec qui bosse pour plein de boîtes de jeux vidéo. Donc dès que tu as besoin de faire des jolies illustrations, parce que vous avez vu sur les t-shirts cette année du Mix-Up, c'est lui. On en a acheté. Hein. J'ai acheté tout ce qu'il y avait. Il n'y en a plus pour nous. On va refaire une commande pour les Lyonnais. Moi, j'ai pas pu prendre le mien. Ça a été dévalisé. Moi, j'ai pris Day One. On a des amoureux de l'arcade, que ce soit EasyMorn ou Zargat, qui ont de très très grosses connaissances sur le matos arcade. On a Kienono qui est un peu le gestionnaire du matériel, qui est quelqu'un de très sérieux, de très pointilleux. Voilà, donc en fait, c'est une série de personnes qui font que ça ne peut que bien se passer parce que tout le monde est très compétent. Et moi, j'ai été je me jette des fleurs, je devrais peut-être pas. Mais je pense que dans le cadre des projets qu'on a eus, j'ai essayé d'être un bon gestionnaire de projet. Et j'ai essayé justement de dire, voilà, tel mec il est bon pour ça, tel mec il est bon pour ça, tel mec il est bon pour ça. Okay. J'ai mes ingrédients, faisons la sauce. Tu sais ce qu'on me dit souvent quand on parle de la dose, on me dit que c'est une association de grands garçons. Vous étiez tous déjà grands, vous avez tous une vie bien fournie et des bonnes connaissances, tu vois. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Tout à fait. On a monté l'assaut et la plupart des gars qui bossent dessus, on a tous plus de 35 balais, j'imagine maintenant, tu vois. Et c'est juste la passion du jeu, mais j'imagine que ça a aidé parce qu'on a déjà un vécu et on fait les choses sérieusement. Alright. Du coup, comment est venue l'idée de faire un trailer rap? Et qui a écrit les textes? C'est moi qui ai écrit les textes. Arrête. Il est trop fort, hein. Arrête. SGB, 2GB, 3GB. Moi, j'ai vraiment kiffé, hein. Le truc, c'est que on a toujours voulu ne pas se prendre la tête sur ce qu'on fait. Dans le sens où on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour faire kiffer la commune. Et on s'est dit, bon, en fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de normes. On est en associatif, on fait ce qu'on veut. Et c'est quelque chose que j'ai essayé d'influer au sein de l'asso. Donc que ce soit dans la façon dont on va communiquer, dans la façon dont on conçoit nos tournois, il faut qu'on abandonne les idées du passé. Moi, j'ai eu des expériences où il y a des joueurs qui m'ont expliqué, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Je dis, mais en fait, on est en train de jouer à des jeux vidéo et ça se passe comme on a envie que ça se passe tant qu'on a un raisonnement logique derrière. Tu vois. Exact. Et voilà, donc c'est parti de ça. Et on s'est dit, pour le SGB 2017 qui est transformé au premier mix-up, on a besoin de faire un peu de bruit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un peu dingue, qui ressemble à rien, mais mais quand même avec la passion, tu vois. Et je pense qu'on le ressent dans les textes. Et même si j'ai pas le meilleur flow de la terre, très clairement. C'est quoi ton nom? C'est Flo. C'est assez paradoxal. Ouais. Ton nom c'est Flo, donc t'as du flow par définition, mec. Mais voilà, donc c'est parti de ça. On l'a fait. Moi j'ai mon petit home studio à la maison. J'ai enregistré ça. J'ai mangé un bon paquet de tutos sur YouTube pour apprendre à mixer à peu près, faire un peu de mastering, ainsi de suite. Tout est fait maison, hein, pour le coup. Comme au début, quoi. Tout est fait. Mais t'es pas zikos de base, hein? Pas zikos de base. Ah non, pas du tout. Ok. Mais j'ai un amour pour le rap parce que c'est quelque chose que j'écoute depuis bientôt 20 ans. Maintenant. Et je grattais des textes étant un peu plus jeune avec quelques potes, comme on l'a quasiment tous fait. Tu vois. Rap FR ou rap US? Je suis tombé beaucoup dans le rap FR. Merci. Mais c'est... j'ai rien contre le rap US, mais en fait pour moi, et c'est une vision très personnelle du rap, ce que j'aime avant tout, c'est le rap dans son intégralité. Et même si j'ai un très bon niveau d'anglais, comme il y a beaucoup de slang, il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans le rap US. T'es moins touché. Tu vois, je suis moins touché. Il y a des trucs que j'adore dans le rap US et je me réécoute très souvent des classiques comme 36 Chambers du Wu-Tang. J'écoute pas mal. J'ai mes petites périodes où je remets un peu du Cypress, parce que j'aime beaucoup Cypress aussi. Là, il y a pas longtemps, je me suis commandé un vinyle de Kyo Itachi avec Ruggs, je crois. C'est un producteur français. D'ailleurs, je recommande. Kyo Itachi, c'est un bon gars. Et il fait des prods de feu du dieu, très boom bap, très à l'ancienne. Et en fait, lui, il fait sa musique et il invite des rappeurs US sur pas mal de projets. Et donc, allez chercher ça. C'est vraiment très, 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 très fort.
Et voilà, donc j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Et j'ai toujours fait un peu de rap pour moi. Et, parce qu'en fait, c'est un plaisir, tu vois. Écrire un texte, le poser, apprendre à faire du mix, et ainsi de suite. Je l'ai toujours vécu comme un hobby. Ça m'a perdu un peu avec le temps parce que, voilà, la famille qui se monte et voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que je faisais ça quand j'étais jeune. Et j'ai toujours mon micro, je me rachète une carte son et ainsi de suite. Pourquoi pas, tu vois. Tu fais un kiff. Voilà. Et au final, je fais un morceau par an pour le coup, mais je sens qu'il y a une progression de morceau en morceau. Donc, tant que ça amuse, tant qu'on s'amuse, je continue. Tu vois. En fait, arrivé au 12e, ça fait un album. C'est ça. La mixtape, c'est déjà un mix, tu vois. La mix-up, mixtape. Et ça sonne bien. Mix-up. Mix-up, mixtape. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été critiques là-dessus parce que c'est pas, je suis pas musicien, tu vois. Si je devais monter sur scène, voilà. Du rap de jeux vidéo, c'est voilà. quoi ça? Non, c'est voilà. Et je le conçois, tu vois. Mais en fait, on n'est pas allé au-delà du trailer pour la commu et c'est pas demain qu'on va essayer de promouvoir le truc comme étant sérieux au-delà que d'un son pour un trailer. C'est pas ça l'idée. Mais souvent, les gens ont du mal à faire la part des choses. En fait. Je comprends très bien à mon niveau. Voilà, mais je le fais juste sans prise de tête et tant que certaines personnes aiment ou du coup on arrive à communiquer de bonne façon sur l'event, ça fait. Et au final, franchement, c'est un de mes gros plaisirs dans le cadre des événements qu'on a pu faire. Écrire des textes et faire un peu d'ego trip pour mettre en valeur un événement, c'est plaisant. Donc c'est quelque chose on sent que tu kiffes. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas se mentir. Est-ce que du coup, la prochaine étape du prochain mix-up, ça serait pas d'allier l'utile à l'agréable avec un concert de rap entre chaque top 8? Ça serait tellement stylé, ça. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Et je parle pas forcément du mix-up, je parle en règle générale. Avoir une symbiose entre un courant musical ou certains artistes et la FGC. On voit que l'Evo l'a déjà fait cette année. Je me souviens plus du nom de l'artiste et j'ai pas écouté ce qui a été fait. Il y avait un concert, ouais, c'est vrai. Si, non, c'était il y a même un vinyle celui qui qui chante justement If You Are, Lupe Fiasco. Ouais, exactement. Il avait fait son rap pour la sortie Street 5, ouais. Bah là, sur l'Evo, il y a un autre gars qui a fait quelque chose pour cette année. Là. Et il y a même un vinyle en édition limitée qui est sorti et tout. Donc voilà, je pense que le concept est bien. Et créer des ponts de manière entre les communes, ça peut donner que du bon, je pense. Comme créer des ponts entre les différents jeux de combat, ça amène des gens à tester de nouveaux jeux de combat. C'est ça. Voilà. Donc, peut-être que demain, voilà, créer des ponts entre encore d'autres choses va apporter de la nouveauté et de la fraîcheur. Ça, c'est une excellente affirmation de dire créer des ponts parce que justement, on parlait du mix-up et les ponts. Mais avant, c'était Street Grand Battle. Qu'est-ce qui a fait qu'on passe de Street Grand Battle, qui était Street Fighter, à tout ce qui est maintenant le mix-up et ses multijeux? Ça, alors, je vais axer ça autour d'un conseil. Si vous voulez commencer à faire des tournois et apprendre, commencez par du monojeu. Prenez le jeu que vous kiffez le plus dans votre structure ou entre potes et vous commencez par ça. Et une fois que vous avez atteint un degré de connaissance que vous jugez nécessaire, et vous pouvez passer sur du multijeu. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre du SGB 2017 qui a été transformé en mix-up. La petite histoire, c'est que à un moment T, de mémoire, ça devait être autour de février, mars 2017, je reçois un mail de Dan qui bossait chez Twitch à l'époque, qui maintenant est chez Riot, je crois, à Singapour. Et big up à lui d'ailleurs, un amour Dan. Dédicace à Dan. Et il nous dit voilà, on veut parler d'un sujet, est-ce que vous êtes dispo pour un call? Moi je commence à m'ambiancer, il y a Twitch qui nous écrit en direct, bien sûr qu'on est dispo, Pélo. Et donc ils nous font signer un NDA, donc une clause de non-divulgation. Et ils commencent à nous dire bah voilà, en fait, comme vous le savez, en juin il y a Tekken qui sort. Et on recherche des événements pour le premier Tekken World Tour. Et comme on avait un nom qui sonnait extrêmement street, ils nous ont dit nous on vous prend en fait, vous êtes déjà sur la carte on était sur la carte, c'était notre premier événement du Capcom Pro Tour en tant que ranking, donc on était sur la carte des événements inter grâce à Capcom, et on pourra reparler un peu plus tard de notre relation avec Capcom. Et ils nous disent par contre Street Grand Battle c'est pas possible les frères, faut faire quelque chose. Faut pas déconner. Voilà. Et on a galéré à trouver un nom. En fait, t'as déjà un nom qui marche, t'as déjà une brand qui est connue en fait, et on s'est dit, on peut pas trouver un truc qui va pas marcher. Il faut qu'on trouve quelque chose qui est impactant et qui surtout a un sens, voire même des doubles sens. Et c'est de mémoire, c'est Kem
Kem, un des membres de l'assaut qui a ouvert un salon de tatouage à Bron. Stylé. Nice. Je vous le recommande, hein, il fait du très bon boulot. Qui fait mix-up. Là, je fais mais oui, ça marche en fait. Parce qu'on est parti d'un tournoi mono-jeu et là, on va mixer les jeux ensemble. On va mixer les communautés des différents jeux. Donc le mix-up, ça marche. T'as un terme. T'as un terme jeu de combat. Et en termes de philosophie de l'évolution de l'événement, ça marche. Donc on a dit go, let's go. C'est un bête de jeu de mots. Voilà. J'aime bien le fait que ce soit un mot court, tu vois. C'est pas des abréviations qui sont souvent longues, parce que c'est souvent ce qu'il y a. Et là, le Colosseum, je sais pas quoi, tu sais. Le Colosseum Grand Battle Arcade Edition plus. Comme le Street Grand Battle où on était sur le SGB. Mais c'est un peu un héritage de certains tournois à l'ancienne qu'il y avait. Et c'est vrai que d'avoir un nom qui est pas un acronyme, c'est cool, j'avoue. Mais du coup, vous avez repris l'acronyme en faisant SGB, TGB pour Tekken Grand Battle, 2GB, etc. Ça, on l'a gardé après parce qu'on s'est dit, en fait, on est connu pour le SGB et si on axe toute notre com autour du mix-up sans parler du SGB, potentiellement, on se dirige vers un échec. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis dit, en fait, cette idée de mix des jeux, on va la pousser au-delà. Et on va créer une identité graphique pour l'ensemble des tournois. C'est là qu'on a créé le TGB pour le Tekken Grand Battle et ainsi de suite, ainsi de suite. Chose que vous remarquerez, l'équipe a abandonné cette année. Parce qu'en fait, le mix-up pèse assez lourd. Maintenant, oui. Maintenant, pour pouvoir se focus sur la grande mix-up. Mais avant, il fallait un repère pour les gens, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est bien de l'avoir fait. Et ça nous a aidé en termes de communication. Et maintenant que l'événement est monté en puissance et je pense est considéré comme un des majeurs européens, il n'y a pas forcément besoin. Et je pense que Q's en tant que chargé de com et designer peut vraiment faire un focus et faire évoluer le mix-up en tant que tel. Ce qui est plus intéressant pour lui, je pense maintenant. Et peut-être plus simple aussi. Big up à Q's, hein. Ce mec a un boulot incroyable. Vraiment incroyable. C'est la partie visuelle de la dose, c'est ça? Ouais. Web design, graphisme. Le logo, c'est lui qui l'a fait? Ouais, tout à fait, Ok. Nice. Il y a un truc aussi, quand on parlait du trailer hip-hop, tu as dit il y a certains qui vont comparer ça à de la musique pure et faire avoir des critiques qui sont désobligeantes. Bon, en général, ça a été bien reçu, comme la plupart des événements, mais il y a quand même parfois ces petites voix là, dissidentes qui sont assez critiques. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que ça pèse un peu sur la conscience, ça peut décourager pour les prochains événements, et la plupart du temps, ceux qui font les choses les plus impressionnantes ont tendance à se focaliser sur les 2% de commentaires négatifs. Est-ce que tu arrives, toi, à gérer cet aspect-là et comment? Ça me met toujours une petite boule au ventre. Encore une fois, moi, je suis... C'est comment dire, mais moi, j'estime être quelqu'un de gentil. Tu vois, je suis un bon gars. Encore une fois, j'aime pas me jeter des fleurs, mais j'aime être en bonne entente avec tout le monde. Moi, j'accepte tout le monde avec ses qualités, ses défauts. Et c'est très rare que quelqu'un me... Je peux vraiment pas le piffrer, tu vois. Et les gens qui sont dans la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux, sur Internet, juste parce qu'en fait, ça les fait kiffer de produire de la négativité, je les comprends pas. Et j'ai pu être blessé à quelques reprises. Notamment, je me souviens qu'après le premier mix-up, je suis parti du groupe Facebook FFGC à l'époque. Parce que tu avais des anciens de certaines communes qui cassaient les couilles, mais en fait, pour eux, c'est juste... ils sont dans leur délire. Et après ça, je me suis dit, mais en fait, il faut pas calculer. Et aujourd'hui, j'ai une utilisation des réseaux sociaux qui est très pro. Moins maintenant, parce que avec mes fonctions professionnelles chez Bandai, je contrôle pas ça. Mais jusqu'à encore très peu de temps, mon compte, c'est des trucs sur la commu, ou parfois, quand il y a des politiques qui me sortent par les yeux, j'ai quelques trucs politiques. Mais voilà, je rentre pas dans les discussions, je regarde pas. Et puis s'il y a des gens qui veulent parler, qui parlent. Moi, je dis seul les résultats comptent. Yeah. C'est tout. Moi, j'ai une critique sur ton rap. Vas-y. Mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est trop court. Oh là là. C'est trop court. Les trailers sont courts, 1 minute ou quelque chose comme ça, je crois. Le truc, c'est que quand tu fais du trailer, t'es censé pas aller au-delà d'une 30, parce qu'après c'est trop long et que les gens regardent pas forcément la fin. Donc s'il y a des informations importantes à retenir, en fait, ils vont pas voir. J'avais fait un morceau plus long pour le SGB 2019 de mémoire. Où on avait fait, du coup, je l'avais utilisé. On l'avait pas utilisé en trailer pour je ne sais plus quelle raison d'ailleurs. Et
Et du coup, on avait fait une présentation du Merc. C'était la première année où on vendait du Merc. Et j'avais fait toute une vidéo où on animait le Merc qui apparaissait avec des petits zooms là où il y a les logos, les machins. Et du coup, j'ai utilisé ce morceau-là pour faire la présentation du Merc. Et là, du coup, il est même trop long. Parce que c'est dans le rap aujourd'hui, t'as plus trop les 3 refrains. Souvent, c'est 2 refrains. On en a parlé hier. C'est 2 refrains. Voilà. Non, c'est deux couplets, pardon, un refrain. 2:30. Et moi, à l'époque où j'ai commencé à bien kiffer, c'est vrai que souvent, quand même, les mecs, il y avait 3 couplets. Tu vois. 3 couplets. Et parfois, même des featuring où ils étaient à 10 à passer. Non, mais maintenant, c'est la mort du 3e couplet. Ouais. Et c'est vrai qu'en retravaillant un petit peu, je me suis rendu compte que quand tu arrives à produire 3 couplets, il y en a toujours un qui a chier. Bah, quand tu fais 3 16 mesures, c'est dur d'avoir le jus dans les 3 16 mesures. Et puis 3 16 mesures, tu dois pas être redondant sur ton propos. Oui. Et en fait, je pense que ce 3 couplets, il vient aussi d'un héritage où avant tu avais des groupes de rap. Ouais. Aujourd'hui tu as des rappeurs. Et Poussy, moi je regrette l'époque où il y avait 2 gars qui rappaient ensemble et tu avais une identité de groupe qui se crée. Alors qu'aujourd'hui, on est très dans l'individualisme dans le rap et on met en avant des personnes uniques. Et voilà, je pense qu'il y a cet héritage-là. Mais voilà, dans le cas des trailers, c'est juste que il faut penser que c'est avant tout un outil marketing. Okay. Avec tout le monde que tu as rencontré, est-ce que tu as déjà été Star Trek? T'es resté, tu dis, j'arrive pas à croire que je suis en train de parler avec cette personne. Parce que tu as parlé de Twitch, hein, quand ils t'ont dit de venir au call, tu dis, ah bah direct. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés, tu te dis, waouh, là, je suis maintenant Flo Sama, quoi. C'est ouf. Daigo, peut-être. Après, tu as commencé sur DS, donc je sais pas si tu étais grand fan. Il savait pas qui c'était Daigo. Voilà. Je pense que. Il y a quand même Arada qui est passé. Il y a eu Arada, il y a eu Daigo, il y a eu du monde, hein. Ouais. Je pense que ma première rencontre avec Daigo m'a fait me dire, en fait, c'est cool, je commence à bosser dans des proportions où je rencontre des gens et je peux échanger avec eux. Et en fait, c'est des légendes dans notre milieu. Et ma première rencontre avec Daigo, c'était en 2017 ou 2018, pendant le GX. J'ai beaucoup bossé à l'époque avec l'équipe de prod anglaise qui s'appelait Une Call Media, qui est devenue VP en partie et Une Call Media de l'autre, parce qu'ils ont splitté. Et ils m'ont engagé pour bosser en 2017, à partir de 2017 sur le GX, qui était Capcom Pro Tour premier. Et il y a Daigo qui venait une année. Et en fait, la petite histoire, c'est que c'était la 2e fois que Daigo venait en Angleterre. Et la première fois, ça s'était très mal passé, a priori. Ah. Ouais, genre là, il y a eu, je me souviens plus des bails, mais voilà, des histoires un peu sombres. Et ils ont dit, Daigo revient en Angleterre, il faut que ça se passe impec. Toi, tu parles un peu japonais, t'es ça nounou, frère. tu parles japonais? Un petit peu. En fait, mon épouse est japonaise. J'ai fait 3 ans de cours du soir. Donc j'ai un niveau assez satisfaisant pour discuter avec ma belle famille, pour les choses un peu de la vie de tous les jours. Après, je fais plein de fautes et ainsi de suite. Après, c'est toujours pareil, c'est quand tu parles les langues, peu importe si tu fais des fautes, tu te sors les doigts, tu parles, les gens te corrigent, tu t'améliores. Voilà. Donc j'ai pas un super niveau, mais je me démerde. Je baragouine le japonais, comme j'aime à dire. Et donc du coup, j'ai géré Daigo, j'étais la nounou de Daigo pendant tout un week-end. C'était ma mission prioritaire. Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'était un être humain. Bien sûr. Tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu plein d'autres gens, mais ça m'a pas fait le même effet. Et le côté un peu, j'ai jamais été trop dans le côté fanboyisme, on va dire. Tu vois. Alors, dans le jeu de combat, après limite, tu vois, si on retourne un peu sur le côté rap, il y a des groupes que j'écoutais dans ma jeunesse, comme La Caution par exemple. Je suis un grand fan de La Caution. Je suis un grand fan de La Caution. Et big up à High-Tech et Nick Fury au passage. Et c'est, tu vois, Nick Fury, c'est un gars de temps à autre. Quand j'ai passé des commandes à l'époque sur leur shop en ligne, je lui parle tranquillou sur Twitter, tu vois. Et si je devais le rencontrer, je pense que je serais comme un petit fanboy comme ça, tu vois. J'aurais encore ce petit sentiment de fanboy, mais c'est quelque chose que j'essaye de lutter contre parce que, en fait, c'est con. Je trouve ça con. On est tous des humains. On est tous, voilà. Et ces gars-là, en fait, pour avoir un peu parlé avec Nick Fury juste en message, tu vois, tu sens que le mec, il est naturel, il n'est pas prise de tête. Et voilà, donc ce sentiment un peu de, voilà, t'as rencontré des gens, t'es un petit peu waouh, je veux pas l'entretenir, je veux même lutter contre ça, parce que je trouve que c'est un blocage en fait. Ça met une barrière. Ouais, je trouve que ça met une barrière et que si t'as cette barrière, en fait, tu profites pas de l'instant. Humainement avec les gens en fait.
Bon, c'est le seul truc sur lequel comme tu sais, je suis assez transparent, je suis peut-être pas d'accord. Moi, j'aime bien justement quand je vois un gars que j'apprécie, je suis fan de son talent et je lui dis et je lui fais savoir et je veux qu'il sache qu'il m'impacte, tu vois. Mais ça, mais voilà, mais il faut pas être intimidé en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens. Après, tu es dans une dimension pro, tu peux pas être intimidé. Exact. Mais voilà, il faut pas que ça se transforme en le truc un peu hystérique de. Tu vois, enfin, le cliché un petit peu du fanboy ultime qui va se retrouver devant sa star favorite. Fan de Justin Bieber, quoi. Voilà, tu vois. Genre, je suis pas. Aller prendre la photo à tout prix. Je peux faire un selfie, J'essaye de pas être trop dans cette attitude. C'est pas que je la critique, c'est qu'elle ne convient pas selon ma personne en fait. Je juge pas les gens qui veulent faire ça. Grand bien leur face. Encore une fois, il faut pas être dans le jugement sur ce genre de choses. C'est juste que moi, d'un point de vue personnel, pour avancer, j'essaye de pas trop être là-dedans. C'est tout. Voilà. Ouais. Mais je comprends, c'est quelque chose que je comprends. Et t'as naturellement une poker face. Hein. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais t'as une poker face. C'est ça, c'est assez. Je suis très mauvais au poker pourtant. Ça se trouve, en fait, tu es bon parce que c'est bien ça. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils sont trop chauds à masquer leurs émotions. Mais en fait, t'es très fort à ça. C'est grave marrant. Je suis très très émotif. C'est antinomique parce que tu me disais tout à l'heure que t'étais beaucoup dans l'émotion, dans le stress, etc. Et quand on te regarde finalement. Impassible. Ouais, j'ai l'impression que le mec, rien ne l'atteint, tu vois. Non, alors non, je lutte contre ça, je lutte contre ma nature. Mon père est très émotif, je pense que j'ai ça de lui. Mais tu vois, tu prends le mix-up, le 2017, 2018, 2019. Après, une fois que vous êtes tous partis là, vous êtes rentrés chez vous et que les staffs sont entre nous, je chiale. Wow. J'étais là. Tu l'as vu toi? Bah moi j'ai fait staff SWG les 3 premières fois. Je suis en larmes, de bonheur, de des gros câlins, les gros câlins et tout, c'était cool. Je suis ultra émotif. Et je m'en cache pas. Aujourd'hui, on a l'impression que quelqu'un qui pleure de joie ou qui pleure sous la pression, c'est une faiblesse. Exact. Ne pas laisser paraître ses émotions et lutter contre ses émotions, c'est strive. C'est comme ça que je le conçois. T'as envie de pleurer, pleure. T'as envie de rire, tu ris. T'as envie d'être en colère, sois en colère. Il y a toujours des gens, tes amis, tes proches, pour être là à n'importe quel moment. N'importe quel moment, t'as tes humeurs. Voilà. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher, je pense. T'as quand même une philosophie de vie assez intéressante. Tu la tiens d'où? Je pense que c'est venu assez naturellement et je pense que c'est à partir du moment où j'ai décidé de me reconstruire moi-même. Quand j'étais jeune, j'ai pas fait de grandes études. J'étais en échec scolaire toute ma vie. J'étais au collège avec que des sales notes. Mon père m'a rendu un grand service à un moment T. Et il m'a dit, écoute, ça va pas, et t'as besoin de changer d'environnement. T'as besoin de reset. Il m'a envoyé pendant 1 an en Angleterre. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est cool. Personne me connaît, je peux être qui je veux, sans parler de jouer du théâtre, mais en fait, j'ai aucune barrière, j'ai rien, et je peux juste être moi-même. Sans mon échec scolaire, sans le jugement des autres, sans le jugement des profs, sans le jugement de la société. Et j'ai pu reset à partir de là. Ça, c'était la première étape et je me suis senti mieux. J'ai pu commencer, ça s'est bien passé au lycée, j'ai eu mon bac. Là, j'ai recommencé des études qui m'ont... J'étais un peu escroqué dans le cadre de mes études, dans le sens où moi, je pensais faire une licence information communication où il y aurait beaucoup de techniques et de l'apprentissage de beaucoup de choses qui vont me permettre à faire de la com. J'étais très dans Photoshop à l'époque, ça fait 20 ans que je touche Photoshop. Et je pensais qu'on allait apprendre aussi à faire de la vidéo, ainsi de suite. Et c'était plutôt une école qui tendait à faire de l'art contemporain avec des profs un peu spé, je sais pas ce qu'ils prenaient. Et ils avaient... et je sais pas... Shots fire. Et je sais pas trop en fait, mais ils ont essayé de vendre le truc pour avoir un maximum d'élèves parce que c'était la première année que cette licence se montait. Enfin, c'était un DUG à l'époque, c'était déjà une licence, je sais plus. Je crois que c'était au moment où on changeait entre le DUG et la licence. Et en fait, au bout de 2 ans passés là-dedans, je me suis dit en fait, ça va pas. C'est pas ce que je veux faire, j'ai arrêté mes études, j'étais un peu perdu. Je suis tombé un peu dans la drogue, j'ai beaucoup fumé. Avec une bande de potes, on fumait beaucoup et un peu trop à un moment. Tu vois. Weed ou shit? Weed, ouais, beaucoup d'herbe. J'ai fumé beaucoup d'herbe étant un peu plus jeune. Et arrivé à un moment vers mes 24-25 ans, j'avais pas le même... Le relationnel à la fume, quand ça t'amuse, t'es entre potes, tu passes un bon moment, tu rigoles. C'est un bon mood. Ouais, et en fait j'ai eu un shift et j'aimais plutôt fumer seul en fait. Et quand je fumais en groupe, j'avais la paranoïa qui s'installait. Ah, tu voulais ton perse en fait. Ouais, et je me suis dit en fait là, on est à un point de rupture
ou ça va pas. Et en fait, t'es pas bien mentalement avec toi. Il faut changer ça. Et j'ai pensé à mon premier changement qui m'a permis d'être mieux avec moi-même. J'étais parti en Angleterre. Je me suis dit, barre-toi. Barre-toi. En fait, je raconte une connerie. Je me le suis pas dit moi. Je l'ai compris après que 2 amis. Et là, j'ai quasiment mis les larmes aux yeux, c'est une horreur. T'inquiète, je suis désolé. Bon. Pas de soucis, c'est bien. J'ai 2 bons amis à moi qui m'ont dit, mais t'es en train de t'enterrer dans des boulots de merde. Pars-toi, fais quelque chose. Et je me suis dit, allez, Nouvelle-Zélande. J'ai économisé, je suis venu à Lyon. Je me suis barré de ma ville d'Annecy. Je suis venu à Lyon, j'ai économisé pendant 8 mois et je me suis barré pendant 7-8 mois en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et là-bas, j'ai fait un travail sur moi où je me suis dit, en fait, peu importe ce qui te réserve, ce que l'avenir te réserve, il faut, ce que tu es en train de faire, de te recentrer sur toi-même, il faut que ce soit continu. Il ne faut pas que ce soit un exercice à faire au moment où il y a une crise qui arrive. Le sauvetage. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'évolue maintenant. C'est-à-dire que j'essaie de toujours être très autocritique de ce que je fais. Je ne veux pas me voiler la face. Et je veux je veux avoir une vie où au moment où elle s'arrêtera, bah, je serai content d'avoir vécu. Real talk. Et ce mindset-là que tu as, ce travail sur toi-même, etc., à chaque fois, c'est corrélé avec les voyages. Est-ce que tu penses que bouger, changer de zone, ça t'ouvre un peu l'esprit? Qu'est-ce que tu penses justement de voyager? Est-ce que tu penses que c'est important? Rencontrer des gens différents, des cultures différentes, je pense que c'est impactant. Après, c'est surtout, s'évader. C'est surtout la pression sociale qui change. D'accord. C'est en fait, tu pars, t'es aux antipodes, enfin dans mon cas quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, je suis aux antipodes de la France, il n'y a personne qui me connaît. Tout le poids que je pouvais avoir à l'époque là-bas, voilà. Il n'y a personne qui fume, donc j'ai pas à fumer. Arrêter de fumer, c'était sympa. C'était ultra simple. En fait, la fume, c'est juste quelque chose de très social. Je ne considère pas le cannabis comme une drogue dure, mais je pense que ça peut avoir un impact très négatif selon ton psyché et qui t'es en fait. Je pense que c'était pas pour moi. J'ai des potes qui fument depuis, ça leur fait rien, niet, il n'y a pas de souci pour eux, tu vois. Et je pense que selon l'individu, ça peut avoir un impact très négatif à la longue. Donc il faut se connaître. Okay. Et voilà. Et je pense que pouvoir reset, comme je l'avais expliqué pour l'Angleterre, re-reset à nouveau, mais se dire en fait, faut être en reset continu. Tout le temps se remettre en question. Ouais, il faut comprendre qui on est. Voilà. Et c'est le mindset que j'essaye d'avoir au maximum, que ce soit dans le cadre de mon travail, dans ma relation avec les gens, dans les relations avec ma famille. Et j'ai des défauts, tu vois. Parfois, j'ai eu des galères avec ma famille, des embrouilles autres, et je suis très lucide sur pourquoi ça arrive. Quels sont mes défauts, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore en tant qu'être humain, et à partir de là, ça va. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que c'est le mieux. Et parfois, quand tu fais de la merde, bah, tu fais de la merde et tu dis ouais, j'ai fait une faute. Il y a des gens qui pensent que commettre une erreur et faire quelque chose de mal, il ne faut pas le reconnaître, sinon tu es en porte-à-faux. C'est pas comme ça que tu évolues. Ouais. Quand tu fais quelque chose de mal, tu présentes tes excuses, tu comprends tes erreurs, tu les analyses, tu évolues. Si tu comprends pas que tu fais des erreurs, tu n'évolues jamais. D'accord. De toute façon, celui qui n'a jamais fait d'erreur, c'est aussi celui qui n'a jamais essayé. Voilà. Donc c'est un peu, ce mindset que j'ai toujours eu et qui a peut-être servi à l'assaut en fait, potentiellement. Grave. J'ai l'impression que tu te mets beaucoup de pression à toi-même. Hein. Non, t'es exigeant, je pense. J'ai l'impression que t'es peut-être même plus exigeant. En fait, comme t'es moins exigeant envers les autres parce que tu les acceptes comme ils sont, toute cette exigence-là, parce que c'est dans ton corps, il y a un équilibre, je pense qu'il faut toutes les émotions, toutes les pensées, toute cette exigence-là est retournée vers toi. Peut-être. C'est bien parce que c'est un professionnel, certes. Pour moi, c'est un moteur aussi, c'est-à-dire que... Exact. Ouais. Encore une fois, moi, je suis parti de loin, j'ai pas fait de grandes études, j'ai rien fait, et à partir du moment où tu fais une activité X, Y ou Z, et si elle te plaît, si tu commences pas à être exigeant dans la façon dont tu la traites, et bah, je trouve que tu l'apprécies moins en fait. C'est bien de se mettre des objectifs dans la vie, de se dire bah voilà, là je suis là, ça j'aime bien faire, bah la prochaine étape c'est ça. Et quand tu es compétiteur de jeux de combat, c'est la même chose. C'est la mentalité FGC, hein. C'est vrai. Exact. Tu vois là, moi en tout cas en t'écoutant, je suis dans un dilemme, tu vois. C'est un peu, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, quand moi j'écoute beaucoup de R&B ou des musiques un peu tristes comme ça, ou Adele, par exemple, une artiste comme Adele, quand ça va mal dans ses couples,
la musique est vraiment très bonne. Mais comme j'apprécie l'artiste, j'ai pas envie que ça aille mal dans son couple. Mais c'est que quand ça va mal qu'elle produit. Comme Eminem, quand on parlait de lui, c'est quand ça allait mal qu'il faisait des sons, mais terribles, mais très ouf. Tu vois. Et donc on a un dilemme. C'est que dans la souffrance où tu retires le meilleur en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait ressortir des choses et que c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont très torturés et ça leur permet de franchir certains paliers, certains caps en termes de créativité. Ça va amener quelque chose. Alors que si tout va bien, l'aspiration est plus difficile, je pense. Après, c'est vraiment sur les aspects artistiques. Je suis pas sûr que dans le cadre de gestion de projet ou faire avancer un projet en équipe au sein d'une famille, il y a un gros impact là-dessus. T'arrives assez à déléguer? J'ai appris. Au début, non, absolument pas. Ouais, absolument pas. Ça a été très difficile. Et c'est des reproches qu'on m'a fait que j'ai dit ouais, vous avez raison, tout à fait. Et je me rends compte. J'étais très lucide sur le fait que je déléguais pas assez. Mais comme on est en associatif et que personne n'est payé et que chacun investit au maximum de son temps disponible, moi je me sentais pas personnellement de dire à l'équipe en fait je vais vous déléguer sur des choses qu'on connaît pas en fait. Donc, sur les premiers SGB, sur les premiers mix-up, le premier mix-up et aussi un peu le deuxième mais moins, j'ai tanké un maximum avec Hughes qui a beaucoup bossé pour que le mix-up soit réel aujourd'hui et j'ai appris. Et la connaissance, une fois que tu l'as appris, tu peux la transmettre. Et aujourd'hui, vous voyez, je ne pense pas sur ce mix-up. J'ai filé quelques coups d'aide en sous-marin parce que tu as des potes. C'est pas moi l'event director, c'est pas moi qui ai créé cet événement cette année. Mais la baraque, elle tourne. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai quand même, a priori, avec le temps, appris à travailler et donner un savoir. Ils ont appris plein de choses aussi d'eux-mêmes. Je suis pas en train de dire que c'est moi qui leur ai tout appris. Mais il y a des choses dans le cadre du gestion de projet de cet événement que il fallait bien faire et c'était le project manager, l'event director qui le faisait. Moi, je transmets les connaissances que j'ai, mon réseau et ainsi de suite. Moi, je pense que même quand tu n'es plus à la tête, quand tu as eu un bon lead, tu as été un bon leader comme ça, ton énergie reste dans la salle, tu vois. Et souvent, les gens disent qu'est-ce que Flo m'aurait dit. Ton aura, Ils t'entendent peut-être même quand ils se disent ce qu'ils doivent faire. T'es un peu le Mufasa du mix-up, tu vois. Exact. Non, mais pour de vrai, c'est comme ça que j'imagine la chose, tu vois. Bon, en tout cas, merci déjà à tes deux potes qui t'ont dit de retourner en Nouvelle-Zélande. Dédicace à eux. Et revenons maintenant sur le Capcom Pro Tour. Donc, tu as dit qu'on allait revenir là-dessus. Ouais, c'est un des moteurs en fait aussi de ce qu'on a créé parce que, comme je vous le disais plus tôt, ce qui est bien dans la vie, c'est de se mettre des objectifs. Et pour avancer, il faut avoir des objectifs. Un des objectifs, au-delà de faire les événements qu'on voulait faire et proposer la qualité à la communauté, c'était de se dire, en fait, voilà, on a un événement. Il y a une ligue, on était tous joueurs de Street à l'époque. Street 4, c'était le jeu roi. Tout le monde jouait à Street 4. Il y avait d'autres communes, bien évidemment, mais tu as plus de diversité aujourd'hui, je trouve. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent à des jeux différents, alors que c'est vrai qu'à l'époque de Street 4, tu avais quand même une grosse partie de la FGC qui tu jouais à plein d'autres jeux, mais de toute manière, tout le monde avait un perso à Street 4. Et comme pas tout le monde, mais une bonne partie des gens de l'assaut jouaient à Street 4 et qu'on a vu le Capcom Pro Tour débarquer, moi, en 2014, après le premier SGB, c'était le début du Capcom Pro Tour, je crois qu'ils avaient juste fait des finales. Il a fait vraiment un truc très court en 2014, de mémoire. Et en 2015, il y avait le premier Capcom Pro Tour. Moi, j'ai dit à l'équipe, les mecs, un jour, on sera Capcom Pro Tour premier. C'est l'objectif. Ils ont tous foutu de ma gueule. Ils ont tous rigolé. Et j'ai fait, ouais, attendez. Et puis on a bossé. Et en 2016, pour la sortie de Street 5, il y a eu juste avant la sortie de Street 5, il y a eu un tournoi dans les bureaux de Capcom Europe, à Londres, qui s'appelait Goodbye USF 4. Qui avait été organisé par une call media à l'époque. Et du coup, j'étais allé staffer là-bas avec W, avec Tristan. On était allé staffer tous les deux, on était venus aider. Et donc j'ai pu rencontrer pour la première fois Matthew Edwards, qui est maintenant brand manager, qui a eu une promotion il n'y a pas longtemps. Félicitations à lui chez Capcom Europe. Et pour le coup, le deuxième jour de l'événement, je lui ai dit je peux te parler. Et je lui ai dit voilà, nous on en regarde et on va te prouver qu'on peut faire quelque chose. Et je te garantis que tu nous prendras dans le Capcom Pro Tour dans les prochaines années. Voilà. Wow. C'est tout ce que j'avais à lui dire. Et quand je vous disais
il faut créer une relation, créer un réseau. Tu vois. Lui, il s'est souvenu de moi. Un peu aller au je lui ai pas dit, s'il te plaît, non, je lui ai dit, on va te le prouver, on va travailler. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est un très bon souvenir pour moi parce qu'en fait, ça s'est fait très naturellement, mais cette petite fierté de dire, en fait, on voulait l'être et on a travaillé pour et on a réussi à l'obtenir, c'est une des grandes victoires aussi. C'est une des grandes victoires. Ouais, c'est bien ça. Voilà. En plus, Donc ça te redonne une confiance pour les prochaines. Donc on a fait objectifs. CPT 2017, CPT 2018, on était ranking, et 2019, on était passé premier. Voilà. Alright. Et après, maintenant, bon, sans rentrer dans tous les détails, il se passe une transition entre guillemets naturelle, parce que là, on est, pour l'instant, jusqu'à même avec le premier et tout, on est dans le domaine associatif pour ta part. Et à un moment donné, il y a une transition professionnelle bien marquée qui se fait, même si tu le pratiquais déjà au niveau professionnel, ce n'était pas, on va dire, ta profession première. Tu n'en vivais pas, tu ne faisais pas que ça. Ah non, absolument pas. C'est pas assez. Encore une fois, on était dans l'associatif, personne ne gagnait d'argent. Bien sûr. Tu faisais quoi dans la vie à cette époque-là? J'ai fait j'ai fait 12 ans de recouvrement de créances internationales. Oula. Absolument rien à voir. Ça doit être difficile pour toi, non? Parce que ça peut être, tu rencontrais des situations assez drastiques, non? C'est un métier qui a mauvaise presse en France, le recouvrement de créances. Mais en fait, ça dépend comment tu le fais. C'est-à-dire que, alors déjà, j'avais quand même une grosse partie de B2B, donc j'avais surtout ça va, c'est moins, c'est pas dramatique. Mais j'avais des parties en B2C aussi, un peu moindres. Et peu importe mon interlocuteur, quand j'ai quelqu'un qui est dans la merde, parce que avoir des problèmes d'argent, c'est être dans la merde, que les choses soient claires. Moi, je pars du principe que je bosse à la fois pour mon client et à la fois pour lui. Il faut trouver des solutions dans la vie. Bien sûr. Et il y a un nombre incalculable de personnes que j'ai pu aider à travers ce boulot. Vraiment, des artisans qui étaient dans la merde, t'es embourbé dans tes problèmes. T'as des problèmes de trésor, t'es à découvert sur ton compte, tu reçois des lettres de recouvrement pas très sympathiques. C'est pas moi qui les rédige. Vous aurez été plus sympathiques. T'aurais mis des emojis. Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Non, mais et quand t'arrives enfin à les avoir au téléphone et que tu leur fais comprendre que t'es pas là pour les enterrer, mais pour trouver des solutions et qu'on va bosser là-dessus et qu'il va pouvoir payer ses dettes via des échéanciers, via plein de solutions qu'on pouvait proposer dans le cadre professionnel, et ben en fait tu peux aider les gens. Et je comprends que ça a mauvaise presse parce que c'est d'argent, c'est un sujet tabou aussi en France. Mais je pense que j'ai plus aidé de personnes pendant ces 12 ans de ma vie que je n'en ai enterré en fait. Parce que c'est comme ça que je concevais le boulot de recouvrement. Et ça m'est déjà arrivé de faire des 30-40 minutes de conversation avec des gens. T'avais mon chef au-dessus de moi qui me regardait comme ça. Tu fais quoi, Pélo? Les appels, c'est 5 minutes en main. Tu vois. Et comme je faisais mon job bien à ma sauce et que mes résultats prouvaient qu'en fait ma méthode fonctionnait, ils m'ont jamais rien dit. Et ça m'a appris beaucoup de choses, je pense, ce métier. Et ça m'a appris surtout à bien connaître les gens. Parce que en 12 ans, vous imaginez le nombre de profils différents que j'ai. Et maintenant, quand je parle avec quelqu'un, en règle générale, au bout de 30 secondes de conversation, j'arrive à peu près à déceler le type de personne. Quel type de conversation je peux avoir avec elle, quelles sont les limites. Tu vois. Il y a des gens, je les avais 10 secondes au téléphone, je savais que je pouvais même placer des blagues et les traiter comme mon meilleur pote. Et il y a d'autres gars, je savais qu'il fallait que ça reste très carré, très poli. Voilà. Et ça m'a appris beaucoup de choses, humainement parlant, analyser les gens. C'est ça. Tu vois. Et je pense que ça, c'est une grande force. Et pas analyser les gens en mode t'es le diable. Il faut rentrer dans la tête absolument pour presser son cerveau et en tirer ce que tu veux. C'est pour mieux les considérer et mieux interagir avec eux. On appelle ça l'empathie. Yeah. Et du coup, après, donc ça c'est la partie professionnelle principale, après tu as switché pour une autre fonction, donc tu intègres Bandai. C'est ça, et j'ai intégré Bandai Namco depuis juin de l'année dernière. Voilà, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est quelque chose que je dois avant tout à la commu en fait. C'est-à-dire que si la commu n'avait pas pris au sérieux ce qu'on faisait au sein de l'asso, si la commu et l'asso n'avaient pas répondu présent aux différents projets que j'avais pu chapeauter, et ben en fait j'en serais pas là aujourd'hui. D'accord. Et je suis pas un self-made man, tu vois. Moi je pense que ça n'existe pas ça. Je pense que ta vie elle dépend des interactions sociales que tu vas avoir avec les gens, les expériences que tu vas avoir avec les gens.
bien sûr, tu as une part de motivation et de travail personnel. Mais sans les gens qui m'entourent aujourd'hui, je serais rien, je serais personne. Et c'est grâce à eux aussi, j'en suis là aujourd'hui. Tu as été chez Ouyo aussi, non? J'étais un moment chez... Alors chez Ouyo, c'était chiant, c'est que j'ai commencé à être project manager chez eux. Et malheureusement, Covid est arrivé. Ouais. Tu vois, donc j'ai fait un petit truc avec la commu Grand Blue pour la commu Grand Blue française parce que malheureusement, voilà, vu le netcode, on n'allait pas faire plus. Et donc ça a duré un petit temps et j'ai quitté Ouyo juste après mon arrivée chez Bordel. Voilà, ok. Et là, ça se passe bien, tout nickel? Ouais, c'est une bonne boîte. C'est une bonne société, tu vois. Moi, j'en ai fait des boîtes plus jeunes. J'ai travaillé après longtemps dans le recouvrement. Et ce que je peux dire, c'est que chez Bandai Namco, on traite bien ses employés. T'es pas un numéro de matricule là-bas. Moi, il n'y a pas une seule fois où je vais... Alors, il y a la passion qui parle, parce que c'est un boulot que j'adore. Mais voilà, je sais que quand tu bosses chez Bandai Namco, en tant qu'être humain, t'es bien considéré. Et ça fait plaisir. C'est pas toutes les boîtes qui font ça. Yep. All right. Bah écoute, on n'a pas pu faire les 5 galères. Hein. Ouais, on a un peu dévié, mais c'est une de mes spécialités. On a fait 2 de galères, on va en faire une de plus. Mix-up 2017, les écrans Zoe. Ah oui. Les écrans Zoe. Le camion pas arrivé. Alors, oh non. Zoe nous dit ouais, les écrans ils arrivent vendredi, d'accord. Et là, t'as le transporteur qui m'appelle vendredi, qui me dit ouais, je comprends pas trop les écrans. Enfin, ce que je suis censé vous récupérer lundi, je vous le livre lundi. Lundi. Et l'événement c'est après l'event. Et là, on va jouer en télépathie. Là, je dis écoute, Pélo. Yo. Je te rends pas compte, tu vois donc. Et là, l'angoisse totale. Le premier mix-up, pas d'écran. Et au final, j'arrive à avoir Zoe, nous dit écoutez, on fait partir quelqu'un, il va rouler toute la nuit. Et je crois que l'événement ouvrait à 9h, 9h30. Il y a tous les gens qui attendaient dehors. On a fait le jour même, je crois. Les écrans, ils étaient pas là. Moi, j'étais devant le portail là-bas. J'étais putain, mais arrive. Et le mec, il est arrivé. Le sauveur, le Messi, tu sais, avec 60 écrans dans le camtar. C'est qui est allé chercher les staffs. Et les staffs ont fait une chaîne humaine. Ouais, je me souviens. Ils ont pris les cartons fort, une équipe de montage. Je crois qu'on a plié l'installation des 60... Non, il y avait 80 écrans à l'époque. En 15-20 minutes, montre en main. C'est ça. Ah ouais. Ah, ça c'est barbeau. Ouais. Ce qu'on fait d'habitude dans une soirée la veille, en fait. Ah ouais, non, là j'imagine même pas ton état. Là, on est en mode ultra instinct. Ah ouais. C'était compliqué. Assez compliqué. Et une fois que tu as vécu les annulations de salles, les écrans qui arrivent, la smith.com, bon, les galères après, voilà, elles font plus trop peur. Bon, vu que tu as arnaqué un peu les viewers en donnant que 3 galères, on va finir sur un conseil quand même. Entourez-vous bien. Entourez-vous bien, allez à votre rythme. Et c'est difficile. Et en fait, c'est même un peu peau de vache comme galère. Si vous voulez rentrer dans le milieu, comme conseil, pardon, si vous voulez rentrer dans le milieu associatif, souvent, ça part du fait que vous êtes un groupe social qui avait un projet. D'accord ? Ouais. Et bien souvent, vous n'allez peut-être pas forcément avoir les compétences au sein de ce groupe il va falloir rechercher d'autres personnes, ainsi de suite. Ouais. Et c'est difficile. C'est difficile. De se dire, voilà, on a besoin de telle et telle personne, mais on connaît personne, ainsi de suite. C'est très compliqué de trouver des personnes compétentes. Et en plus, on les paye pas. Et en plus, c'est du bénévolat. Mais il faut passer par là. Parce que si vous n'avez pas les bonnes personnes au bon endroit et que vous avez juste une motivation, mais que personne ne sait quoi faire, il y a de grandes chances que ça se casse ta gueule. Vous pouvez apprendre chacun un rôle et puis dépenser de l'énergie. Ce sera peut-être juste un peu plus long. Mais je pense que voilà, avoir une bonne base en termes de ressources humaines sur un projet vous permettra d'avancer rapidement. Donne-nous des postes clés par exemple. Dans le cadre de ce qu'on fait, je pense qu'un des postes clés, c'est celui de Q's dans l'assaut. Il faut quelqu'un qui puisse faire du visuel, créer des overlays, créer des affiches, créer des logos, créer un site web. Sans ça, c'est compliqué.
une fois que tu as fait ça, il faut un trésorier. C'est très solide. Toi, tu sais. Et les premières années de l'assaut, la trésorerie, elle était gérée avec le cul, hein, très clairement. Je vais pas le cacher, tu vois. Et aujourd'hui, il y a Zargat qui est vice-président plus trésorier. Et la rigueur allemande, comme on dit. Deutsche Qualität. Voilà, lui, quand il fait la compta, il n'y a pas de pépin, tout est clean. C'est très important. Il faut également, je pense, un bon leader. Il faut quelqu'un qui ait les idées claires et qui arrive à communiquer avec le reste de l'équipe et qui crée de l'engouement, qui va créer l'énergie au sein de l'équipe pour que les projets arrivent à terme. Voilà. Et il y a plein d'autres choses. Hein. Il faut qu'il y ait des gars qui soient très compétents en termes de technique, qui comprennent le type de matériel que vous pouvez avoir. Si vous commencez à avoir envie de streamer vos événements, il faut des gars qui soient calés dans le broadcast. Et voilà. Et à chaque poste clé que vous arrivez à définir dans le cadre de votre projet, il faut trouver la bonne personne qui va avec. Et c'est relou. C'est très, 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 très dur. Et je vous dis ça, mais nous, on a eu de la chance parce que tout s'est fait très naturellement. En fait, je considère que l'assaut, du début de son histoire jusqu'à maintenant, elle a toujours eu le cul bordé de nouilles. On a travaillé, je dis pas le contraire, et la chance, ça se provoque. Ouais. On a travaillé et du coup, la chance s'est mise sur notre trajectoire. Ouais. Mais voilà, je pense qu'on a aussi eu une part de chance, même si on l'a provoqué. Et la plus grosse chance qu'on a eue, c'est d'avoir une bonne équipe dès le départ. Équipe. Voilà. Demander par rapport au leader, ça c'est une question vraiment personnelle. Est-ce que tu as eu ce moment-là où tu dois toi-même déposer les pieds sur terre? Parce qu'à un moment donné, tu prends une certaine ampleur, une certaine envergure, tu es Flo Sama, tu es leader, tu es numéro 1. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut monter à la tête? Parce qu'on n'est jamais à l'abri. On dit souvent, le pouvoir absolu corrompt absolument. Tous les cœurs. Vu mon mindset et comment je conçois la vie que je veux avoir, ça m'est jamais arrivé. Okay. Ça m'est jamais arrivé, mais ça aurait... Voilà, si j'ai pas ce mindset, je pense que ça aurait pu m'arriver. La seule chose, c'est pas tant le désir de la notoriété, ainsi de suite. Je me suis poussé, humainement parlant, dans le cadre du mix-up, parce que c'est une bonne strate d'avoir un visage sur un événement. On le voit avec l'UFA. UFA à bout, on le voit avec le Combo Breaker, The Ado. C'est quelque chose qui marche en fait, parce que ça rassure les gens de pouvoir mettre un visage sur un événement. Donc c'était plus une stratégie pour développer l'événement qu'une volonté absolue de me pousser moi en avant. Dans le cadre de mon boulot chez Bandai, je le fais pas, j'en ai pas besoin. On a des brands très fortes et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est pas la même stratégie. J'ai pas à faire ça. Moi je travaille dans l'ombre. Et toutes les fois, on va dire, où j'ai un peu déconné en termes de... on a un projet, on va le pousser, là on met un coup d'accélérateur, là on va faire ci, là on va faire ça. J'avais toujours l'équipe pour me ramener au sol. Mais c'était pas un problème d'ego. C'était voilà, il faut qu'on avance, les objectifs ils sont là. Et parfois quand ils sentaient que j'allais peut-être brûler une étape, il y avait discussion. Et puis après il y a des décisions qui sont prises en commune. Parce qu'on est une asso. Il n'y a jamais un moment donné où j'ai fait c'est moi le chef de l'asso, fermez vos gueules. Ça ne marche pas comme ça. En fait, il y a toujours des postes et une certaine hiérarchie dans une asso, mais ça c'est sur le papier. En vrai ça a toujours fonctionné à l'horizontale. Je pose la question en me disant bien sûr que je n'aurai pas de réponse. Mais comment ça se passe la suite pour la 12 ? Là c'est nos 10 ans cette année. Wow. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire la 12. Joyeux anniversaire. Et c'est nos 10 ans le 24 décembre du coup. Merde. On repassera Noël. On va publier l'épisode le 24. Et je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter. Alors pas s'arrêter en termes de projet, mais pour regarder un peu en arrière, voir ce qui a été fait. Regarder quelles sont les forces en présence au cœur de l'asso maintenant, parce qu'elle a évolué. Il y a des nouveaux staffs qui sont arrivés, il y a des staffs qui sont partis. Et penser le projet pour les 10 prochaines années. Je pense que c'est un point d'étape. Je ne sais pas ce qui va se passer pour l'asso. C'est l'heure reset.
C'est peut-être un reset qui va être opéré. Ouais. C'est possible. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin parce que ça fonctionne bien. Bien sûr. Et même si, comme dans n'importe quelle aventure humaine, il y a des moments de crise, il y a des moments de doute. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Si la vie était un long fleuve tranquille, si la vie associative était un long fleuve tranquille, ça se saurait. Voilà, donc trouver de nouveaux challenges, comprendre ce que les staffs ont envie, parce qu'avant tout, c'est une asso qui est faite pour que les staffs puissent kiffer et réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. Voilà. Donc je pense qu'il y a des questions qui vont être posées, tranquillou bilou, et que voilà, il y a toujours une belle unité au sein de l'asso. Donc je pense qu'on ne va pas s'arrêter. Et le jour où ça s'arrêtera, ce sera peut-être grand frère. Allez savoir. Mais là, il n'y a toujours que du plaisir. Même si parfois il y a des points de tension. Hein. Bien sûr, il faut partout. Il y en a partout. Mais quand on voit l'énergie, la belle victoire collective que cette association peut avoir dans le cadre de cet événement, je sais que ça va haut les cœurs, ça va redonner du fuel. Tu vois, après 3 ans de pandémie, quand tu es obligé de raccrocher les gants et que tu gères plus ce genre de choses, quand c'est le moment de retourner à la tâche, je pense que les équipes qui ont produit ça ont dû ressentir un grand mal à se remettre dans le bain. C'est naturel, c'est normal. Et je pense que ce mix-up, c'est une victoire collective et que l'équipe derrière le mix-up aujourd'hui avait besoin de renouer avec cet événement, de renouer avec un événement international, avec plus de 600 joueurs, pour se dire, mais en fait, c'est dur, mais c'est le kiff. Voilà. On ressent ça revient. Quoi. Mais toi, tu vas rester dans la dose, tu vas rester président de la dose. Je pense qu'il y aura un moment donné, il y aura un shift qui va s'opérer en termes de présidence, parce que un président qui est pas présent, c'est pas bon. Tu vois. Donc je pense qu'il y aura un changement au niveau de la présidence, et je serai peut-être président d'honneur ou une connerie comme ça, tu vois. Ah ouais. Mais voilà, après, encore une fois, c'est que des titres. C'est que des titres. Moi, dans le cadre du mix-up, je peux plus être l'event director et le directeur de l'événement, parce que mes fonctions au sein de Bandai Namco font que c'est pas forcément compatible. Même si on est une asso et qu'on est à but non lucratif, donc il n'y a pas de question de conflit d'intérêt. Mais en quelque sorte aussi. Bah, il peut y avoir des gens qui se disent bah attends, je comprends pas comment c'est possible, et je le conçois. Donc c'est pour ça que je préfère step down sur ce poste-là et ce qui est fait au niveau du mix-up et laisser l'équipe gérer, tu vois. Et je leur ai donné encore une fois de la connaissance, je les ai aidés un peu, sur certains trucs, je les ai pas laissés à poil. Mais voilà, en termes de responsabilité et de rôle, je pourrais légalement le faire. Mais voilà, ça me pose un petit souci en mon âme et conscience, tout simplement. Et je sais que tous ces gars sont très compétents et je m'inquiète pas pour l'avenir. On va suivre de près l'aventure La Dose. En tout cas, merci à toi pour cette interview. Bah de rien, ça m'a fait très plaisir. Parce que moi, j'adore parler dès qu'il s'agit de parler de la commu, de ce qu'on a fait ou autre, j'aime bien transmettre ça parce que c'est une bonne vibe, c'est une bonne énergie. Et je vous le dis, franchement, faites-le. Où que vous soyez en France, montez une petite structure, faites doser les gens autour de vous. C'est de la niche le jeu de combat encore, par rapport à d'autres gros jeux compétitifs. Mais l'univers qu'on a, la communauté qu'on a, les interactions qu'on a, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique au jeu de combat parce qu'en fait, toutes les communautés sont uniques. Et ça, il faut le protéger, il faut le développer. Donc, les choses se font pas par elles-mêmes. Il faut du travail, il faut des gens motivés. Et si vous sentez que vous êtes cette personne et que vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce, parlez aux gens autour de vous, trouvez des gens. Si vous avez besoin de conseils, mes DM sont ouverts, mais allez-y. Si vous sentez que vous voulez le faire, foncez. Organisez des événements, prendre soin de la commu, c'est gratifiant, et ça fait du bien au cœur. Je retiens, on va prendre parce qu'en fait il y a eu une belle évolution. Et maintenant c'est le moment, il y a une passation de flambeau, on va le récupérer, on va continuer la course. Merci à toi en tout cas pour cette interview, rien, ça m'a fait très plaisir. Événements. Et parce que ça fait depuis 3 mix-up que tu voulais m'avoir en interview. Grave. Parce que bordel de Zeus. Pourquoi tu fuyais comme ça? En fait, c'est dans le cadre du mix-up quand j'étais directeur de l'événement. Pour moi, je peux pas prendre autant. En fait, je peux pas prendre là. Ça fait 1h24 qu'on parle. J'ai passé un super moment, mais je peux pas, professionnellement parlant, me mettre dans une situation où je vais prendre autant de temps. Parce que s'il y a une couille, je vais pas dire attendez les mecs,
Ouais. Je reviens. C'est pas sympa pour vous en fait. Ouais. Tu vois. Et là, comme c'est plus moi qui bosse là-dessus et que j'ai juste mes fonctions Bandai Namco quand le top 8 de T7 commence dans 1 heure et des bananes, bah voilà, là je peux prendre le temps pour vous. Et c'était pas parce que je vous considérais pas. C'est juste que. Tu voulais les faire bien. Même si on est dans une structure associative, et c'est aussi une des forces de l'asso, c'est qu'on a toujours essayé de bosser comme des pros. Voilà. Et du coup, quand tu es sur un événement, même si t'es pas payé, bah il y a des gens qui ont payé pour venir. Donc à partir de là, bah, il faut que tu puisses délivrer le travail. Et je dirais une dernière chose, parce que j'aime bien aussi éduquer les gens. Je pense que quand on a une asso et qu'on fait, de l'événementiel associatif comme ça, sur le jeu de combat, c'est intéressant aussi de faire comprendre aux gens ce qu'on fait, les galères qu'on peut avoir. Faire ça, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande énormément d'énergie et de temps. Et de temps. Et quand vous venez, vous joueurs, je parle aux joueurs, quand vous venez sur un événement associatif, et j'insiste sur le terme associatif, et qu'on vous demande de payer une certaine somme dans le cadre d'un événement, sachez que l'ensemble de ces sommes partent dans l'événement, partent dans du matos. S'il reste un peu de pognon, eh ben on va essayer de payer quelques commentateurs par-ci par-là. La stance que vous devez avoir, c'est pas celle du client. Si demain vous rentrez dans un event associatif et que vous dites j'ai payé 50 balles, 60 balles pour faire mon entrée plus de 3 tournois, et vous dites j'ai payé, du coup j'ai le droit de me comporter comme un client, vous êtes dans le faux. Vous êtes totalement dans le faux. L'argent que vous dépensez dans le cadre de cet événement, il est presque militant. C'est ça, c'est exactement ça. Donc vous comportez pas comme des clients. Ne vous comportez pas comme des clients sur les événements associatifs. Si jamais demain Red Bull fait un truc complètement pété et que vous avez payé, c'est vous les produits. Red Bull, ils sont là pour faire leur promo et ainsi de suite, et vous avez le droit d'en demander un peu plus. Mais sur de l'événement associatif où il y a des bénévoles qui dédient leur temps et leur énergie pour le bien de la commu, ne vous comportez pas comme des clients. Soyez respectueux auprès des Théo. Arrêtez de dire c'est trop cher. Non, en fait, il n'y a personne qui fait de l'argent ici. Si on vous demande tel montant, c'est parce que c'est nécessaire à l'évolution de l'événement. Et si c'est trop cher et que vous ne voulez pas soutenir l'événement, ne venez pas, mais respectez le travail des autres. C'est pas vrai ce qu'il dit, hein. Il est venu en Lamborghini. J'ai pas de voiture. Ah ok. Et je comprends que ça peut être cher pour certaines personnes. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des phases d'ultra early birds, les premiers. Donc il y a des solutions. Et voilà, ne doutez jamais qu'en règle générale, quand il y a un travail associatif, c'est avant tout pour le bien de la commune. Et les fantasmes d'une certaine époque où les orgas se mettraient plein d'argent dans les poches, mais ça c'est mytho, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et il y a même un côté pragmatique, hein, c'est-à-dire que quand on soutient les événements associatifs, ça fait grandir la communauté. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a même du cash prize, il y a même Capcom qui fait des choses, c'est cool. C'est cool pour les joueurs finalement. Les structures même proposent des pro tours, encouragent leurs événements. Avant, il y avait tellement rien que personne ne pensait à faire ça. Et c'est grâce à tous ces gens qui ont sacrifié du temps, de l'argent, parce que le mix-up, c'est peut-être une fois par an. Mais ça ne se prépare pas que le jour. C'est pas que le jour-là que ça se passe. Ça se passe depuis le début de l'année. Les réunions, des AG, des constructions, des récoltes, des partenariats, des discussions, des pensées, de la charge mentale. Donc tout ça là, ça encourage, ça fait grossir la structure et ça va vous être profitable après. Tu vois. Donc même pragmatiquement, sans même faire une demande, pragmatiquement, tout le monde doit faire en sorte que les événements grandissent. C'est ça, tout à fait. Et on voit que ce type de mind game est bien présent aux États-Unis et j'espère que ça va mieux en France. J'ai l'impression que même les gens commencent à le comprendre, mais c'est bien de le rappeler en fait. On a tendance à oublier les choses si on ne les rappelle pas. Dis-leur le prix de l'Evo pour s'inscrire à l'Evo. L'Evo, faut bien compter une bonne centaine d'euros en règle générale. Donc 40 €, arrêtez de crier. Hein. Ouais. Tu prends le combo breaker est plus cher que l'Evo. Je peux comprendre les cris, mais c'est en vrai, il faut se rendre compte du fait que, généralement, j'ai fait une comparaison comme ça, les gens ne le voyaient pas le rapport. Je dis, quand tu vas au ciné, tu payes genre 10 balles ou 15 balles pour juste voir un film. Là, tu payes, par exemple, en visiteur, 20 balles pour tout un week-end où tu vois des gens, tu vois du jeu, c'est du spectacle, il y a des streamers, il y a plein de choses qui se passent, tu vois. Et même celui qui n'a pas payé, un truc qu'il peut regarder sur YouTube. Donc j'ai envie de dire, mais c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. En vrai, si on devait payer tout le monde et faire des salaires, oh my god. En fait, on a dit le terme. Si jamais on était une boîte, on devait payer l'ensemble des gens, des charges patronales,
La TVA. Voilà, et les taxes qu'on pourrait avoir sur de potentiels profits. Et je dis l'équipe, parce que c'est plus moi qui gère ça. Je pense que l'événement il passerait facilement à 150 balles. Bah oui. Si c'est pas plus, allez savoir. On n'a pas fait les calculs parce qu'on n'est pas l'asso est pas, ça reste une association, c'est pas une boîte. Mais voilà, tu vas faire un concert qui va durer quoi, 2-3 heures. T'as des billets qui sont plus chers. 300 balles, là, tu vois. Et parce que t'as un show, t'as un service, et là tu peux te comporter comme un client. Mais là, en règle générale, le prix qui est demandé, en fait, c'est ce qui a besoin d'aide pour que l'exécution se fasse. Voilà, tout simplement. Et je comprends, encore une fois, je suis pas en train de dire vous êtes pauvre, vous voulez pas payer le juste prix. Non, on n'a pas tous les mêmes moyens. Et je le comprends que c'est dur pour certaines personnes de lâcher de telles sommes. Je comprends, moi maintenant je gagne bien ma vie. Et j'ai commencé à bosser à l'usine, moi. Mes premiers jobs, c'était de l'usine. J'étais smicard pendant très longtemps, tu vois. Et donc je comprends ce que c'est de pas avoir d'argent. Il y a pas de souci là-dessus. Mais malheureusement, si on veut continuer à faire progresser la communauté, ça a un certain coût. Et on vous demande pas un coût stratosphérique pour faire ça. On vous demande juste le juste coût à chaque fois. On estime pour potentiellement step up. Et plus la commu va step up, plus ça va faire avancer les choses, plus ça va faire avancer la cause du jeu de combat. Je pense. En plus, vous offrez un early bird. C'est ça. Ouais. Et mon conseil pour tous les joueurs qui s'inscrivent lastminute.com, les frères, il y a quand même une chance sur 10 seulement que vous ne veniez pas. Moi je dis les mecs, arrêtez de vous dire j'attends le dernier moment parce que je sais pas. Vous prenez tous les early birds des événements qui vous intéressent. Exact. À l'année vous êtes gagnant je pense. Plutôt que de dire finalement je sais pas si je viens alors je vais prendre le last minute. Dès que c'est early bird tu dis celui-là il m'intéresse. Il y a quand même une grande chance que je vienne. Je suis pas encore sûr. Je le prends. Dans le pire des cas il se passe quoi? T'as financé un événement. T'as fait du bien à la commune. Voilà. Et comme en règle générale de toute manière tu vas quand même y aller. À la fin de l'année t'es gagnant. Profitez des early birds, grave. Ça nous arrange bien, enfin ça arrange bien le mix-up quand il y a des mecs qui payent un peu plus cher. Si vous êtes dans des galères de thunes, n'hésitez pas, c'est bien. Mais de toute façon, la commu elle commence à s'organiser. Par exemple, il y a des convois, tu vois, pour essayer de diminuer les coûts. On fait des voitures à 5 personnes, on divise le péage, admettons, tu vois, les hôtels, on les prend ensemble. Donc finalement, il y a une émulation qui est cool, qui est positive, ça aide. Et finalement, c'est pas impossible, donc on peut quand même s'arranger, tu vois. Oui, bien sûr. Combien de fois j'ai vu des joueurs prendre les bus qui mettent 10 plombes à venir parce que c'était moins cher. C'est ça. Et je le conçois que c'est cher et que d'autant plus maintenant, le Covid a énormément fait de mal à tout ce qui est transport. C'est beaucoup plus cher aujourd'hui. Les distances se sont rallongées avec le Covid. Parce que c'est plus difficile de voyager et c'est galère. Mais voilà, si vous voulez vraiment venir dans ce genre d'événement, faites-le. Peut-être faites-en un petit peu moins. Même si c'est... Moi, je m'écouterais et j'aurais pas de famille. Je ferai tous les événements que je peux. Mais au moins locaux. Voilà. Je comprends qu'il faut faire des choix à un moment. Voilà. Mais faites-le. Si vous voulez faire du bien à la commu, continuez à supporter ce genre d'événements. Que ce soit le Mix-Up, que ce soit l'UFA, que ce soit le Stunfest en France, que ce soit le VSF en Angleterre, le Celtic Throwdown en Irlande, que ce soit Only the Best là, qui a eu il y a pas longtemps en Italie, le tournoi de Bodé. L'équipe de Reset, du Reset à Zurich, en Suisse. Le dojo Wannabe tous les mois à Nancy. En fait, il fait des bonnes passes D. Il faut vous rendre compte qu'il y a tout un écosystème d'événements qui grossissent petit à petit dans chaque pays d'Europe. Et il y a des gens, en fait, il y a des gens similaires aux gens que vous voyez bosser en France de partout, en fait. Et c'est un des trucs qui est super cool sur ce type d'événement, c'est que chaque événement a son aura. Chaque événement a son petit truc qui fait que c'est pas le même événement que l'autre. Même si vous allez doser sur souvent les mêmes consoles, les mêmes écrans, l'aura d'un event c'est particulier. Ouais, il y a un supplément d'âme en fonction de qui le fait. Tout à fait. Et moi, il y a plein d'événements en Europe que j'ai pas encore fait et dont l'âme transpire, que ce soit sur les photos, que ce soit sur le stream, que ce soit sur leur com. Genre, celui que j'adorerais pouvoir faire cette année, il y a un tournoi en Finlande qui s'appelle l'Install. Et j'ai jamais fait de tournoi aussi haut dans le Nord. Et des photos que j'ai vues des anciens événements, j'ai envie de découvrir ça. Et je sais que ça n'aura pas la même saveur que ce qu'on peut faire en France ou en Angleterre. Il y a le Vienality à Vienne en Autriche, qui a une salle, mais avec un style un peu baroque. Ouais, ils ont une vraie identité. Mais j'ai tellement envie d'aller doser là-dedans. Ça doit être incroyable, l'aura que tu ressens en fait.
Voilà. Donc ça aussi, n'hésitez pas. Si vous êtes un peu curieux et que vous voulez voir autre chose que les événements qu'on a en France, qui sont de très bons événements, attention, très très bons événements, bah ouais, faites-le. Faites-vous ce petit plaisir. Une fois dans l'année. Non, ça vous fait voyager. Si vous pouvez vous le permettre, faites-vous un majeur européen sur le jeu que vous kiffez. Et c'est tellement agréable. Et en plus, il y a une ambiance sympathique parce qu'il y a souvent un petit groupe de Français qui va y aller, qui va se regrouper, qui va encourager les Français qui sont sur scène. Et ouais, quand vous êtes en minorité et que tu as un Français sur scène et que tu dois gueuler le plus fort possible. Non, mais c'est vraiment, tu le vis autrement. Faire un événement à l'étranger avec un groupe de Français et les encourager, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc faites-le. Si vous pouvez vous le permettre, encore une fois, je comprends que c'est cher, d'autant plus qu'avec le Covid, encore une fois, tout ce qui est billets d'avion et voyage, ça a grandement augmenté. Mais c'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff. De faire des événements à l'étranger. Et puis inversement, les Européens jouent le jeu. Là, j'ai vu une délégation allemande. On en a parlé avec quelques-uns et qui sont grave cool. Les Espagnols aussi. Ouais, les Espagnols qui mettent une ambiance de fou dès qu'il y a un joueur espagnol qui joue. Donc eux, ils jouent le jeu, donc à nous aussi de le faire, quoi. C'est ça. Ouais. N'hésitez pas. Et puis c'est des moments où humainement parlant, tu vas créer des liens. Tu vas vraiment créer des liens avec les gens avec qui tu vas doser. Ouais. Putain, notre commu, qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. On est les meilleurs. Cherchez pas. Voilà ce qu'il faut retenir. On est les meilleurs. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Mars. C'est un petit paradis sur Terre, la FGC. Moi, je le vois comme ça. Et bien sûr, il y aura toujours des personnes dans la FGC que tu apprécieras moins. Et je dis pas que tout est rose. Ouais. Mais quand même, on kiffe bien. Yeah. Faut que tu droppes le mic. Tu droppes le mic. Ouais, je parle trop. Mais moi, encore une fois. Non, mais à la Obama, tu sais. Par rapport à ta punchline, à la Obama, tu droppes le mic. Il drop pas le mic, on n'a pas les moyens. Nous. Moi, vous me laissez là, on parle de la commu, je tiens jusqu'à 5h. Mais c'est ça que moi j'aime en fait. J'ai pas mal pris les fois où t'étais pas dispo, je comprends très bien. L'idée c'est que moi j'aime bien aussi vous montrer ces facettes là de tous les métiers, tu vois, parce qu'il y a les Théo, il y a les joueurs, il y a les légendes de notre commu, ceux qui ont fait vivre la commu, ceux qui continuent à la faire vivre. Et il faut savoir un peu tout ce qui se passe derrière pour que les gens se disent je suis joueur ou je suis juste consommateur, je peux entrer dans telle ou telle voie, je peux apporter ma pierre à l'édifice, mais d'une façon ou d'une autre. Et le fait d'écouter ces gens-là, je me dis, ok, cette voix-là, je peux la prendre comme ça. Cette voix-là, je ne savais même pas qu'elle existait. C'est inspirant, en fait. Exact. Ouais. Donc, en fait, tout le monde se retrouve dans une des interviews, dans une des tâches, dans un des métiers, prendre quelques conseils à gauche à droite prendre des conseils. Et faire autre chose. Ouais. De toute façon, pour l'antériorité, c'est bien de savoir ce que les OG ont fait avant. Exact. En parlant d'OG, c'est quoi ton top 5 rap? Rap FR. Là, on cherche la bagarre. C'est clair. C'est plus une interview. Attention, hier, il y a eu un gros débat là-dessus. Ouais. Non, mais on va éventuellement... donc tu parles de l'ancienne génération. Non, tout confondu. En termes de level pur et dur, à l'heure actuelle en France, pour moi, il y en a 2 qui sont au-dessus du reste. C'est toujours Alpha. Pour moi, Alpha One, il est toujours au-dessus. Sacrilège. Et moins connu, je vous invite à écouter Carway. Il a un groupe qui s'appelle Fix Pencil. Et il a sorti un EP il n'y a pas longtemps, Carway en solo. Et écoutez ça, techniquement il est très 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 au-dessus du lot aussi. Il faut écouter. Ensuite, pour rester un peu dans ce que j'écoute en ce moment... Non, alors pas dans ce que j'écoute en ce moment, mais si je dois donner mon cœur, moi j'ai un... Et c'est pas de ma génération, c'est des trucs que j'ai découvert, c'est pas les souvenirs, on va dire, que j'ai de quand j'étais jeune et j'écoutais du rap. J'ai un gros kiff pour ce qu'a pu faire Népal. Paix à son âme. C'est un mec qui m'a touché. Je crois que Népal, c'est la seule personne pour qui je connais pas du tout, tu vois. Quand j'ai appris sa mort, j'ai chialé. Un quart d'heure. C'était touchant. Parce que sa musique, elle me touche, vraiment. Et quand tu regardes l'ensemble de son œuvre, entre les premiers sons 2014, 2015, 2016, et ce qu'il a fait avec son album, en fait, t'as une telle évolution, une telle progression, et c'est tellement naturel dans la façon dont ça a été fait. C'est vraiment magique ce qu'il a fait. Et puis sa façon de rapper, il rappe posé, tu vois. Ouais, mais tu t'écoutes les sons à l'ancienne qu'il a, il y a des sons où il est... énervé. Ouais. Il dit des choses. On est à 3. Tu nous mets même pas les OG là, les OG. Justement, donc là je retourne un peu en arrière maintenant.
Encore une fois, j'ai cité la caution tout à l'heure. Pour moi, c'est des gens qui ont révolutionné beaucoup de choses dans le rap français, qui ont eu un gros succès d'estime et je pense pas assez à mon niveau. En fait, toute l'équipe de Noisy-le-Sec, derrière la caution, les cautionneurs, ainsi de suite, pour moi, ils ont vraiment tout baisé en termes de flow. À cette époque-là, ils se sont dit, il faut vraiment qu'on sorte de ce qui se fait et ils ont fait des ravages. Et je pense que vraiment, c'était incroyable. Et en dernier, Black Bull. Mais putain, c'est qui tous ces gens? C'est quoi tous ces backpack rappeurs, underground, garage, tout ça? UK Garage. Black Bull de Triptyque. Ok. Ah ok. TRI Ouais, PTK, pour ceux qui connaissent pas, c'est vieux aussi. Hein. Moi, c'est vieux, ça a plus de 20 ans. Ils ont commencé en 99 à l'époque. Et ils avaient un son assez boom bap avec Drixé. Vous connaissez le producteur Drixé? Drixé à la prod sur l'ensemble de leur album. Et donc t'avais Dabaz et Black Bull, qui s'appelle Greg Fritt maintenant d'ailleurs. Il a changé de base. Et pour moi, ouais, il a un truc, ce type. Après, il y a plein d'autres rappeurs que je saurais même pas critiquer son top 5. Il a pas mis les OG. Il a pas mis les OG. Je saurais même pas critiquer son top 5 parce que je sais pas c'est qui. Alors, Alpha One, je valide. Alpha One, top 1, non. Dandada.com et tout. Non, c'est trop fort ce qu'il fait. Vraiment, c'est trop ce qu'il fait. C'est trop fort. Pas de B2O. Je suis pareil que. Pas de Lou. Non, mais il est trop fort, Alpha One. Prendre que ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas de Lino. Après, il a pas de Doxmouf. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de Booba, ça m'a choqué, moi aussi. Je vous donne mes goûts personnels en fait. Bien sûr, non, mais tu sais, nous, on critique sauvagement pour rien. On aime bien. On aime bien juger les gens, nous. Moi, je vous parle de ce que j'aime en fait. Ouais, subjectif. Ouais, grave. C'est très subjectif. Moi, j'aime bien quand ça rime bien. Exactement, c'est ce que je disais hier. J'aime bien quand c'est technique. Et il y a des mecs qui sont très très forts seulement par leur présence, par la puissance du texte. C'est pas ce qui m'attire le plus. Moi, j'aime bien quand c'est très 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 complet. Et un gars comme Alpha, aujourd'hui, il a tout. Ouais. Il a les punchs, il a les placements. Tu l'appelles Mère Patrie, moi je l'appelle Damnation. Ouais. Tu vois, ce genre de truc, tu vois. Ouais. Pistolet rose. Ouais. Des récents, c'est le plus, tu vois, respectueux de l'art que nous on a connu et apprécié, quoi. Juste à Koga. Je crois que j'ai W qui m'appelle. Ah, tu sais pas son top 5, on va en parler en coulisses. Ouais. Bon, il doit partir. Je balance des noms que personne ne connaît aussi. Il fait exprès, il fait le mexp. Il a fait le OG. Il est en train de faire le mexp là. Hein? Français. Par contre, mais voilà, après, il y a plein de gars que je surkiffe, mais c'est pas. En fait, j'écoute pas forcément des trucs ultra connus non plus tout le temps. Et j'aime bien creuser parfois, tu vois. Et en fait, moi, la façon dont j'ai appris à aimer le rap et découvrir des nouveaux artistes, il y a vraiment une urgence. Bon, on en parlera l'année prochaine. Je crois qu'il y a besoin de conseils. Ça marche. Des bisous. Merci à toi. Merci à toi, mon Flo. Yes. Merci pour tous les mecs. Il faut que tu reviennes après pour la photo. Après. Ok, ça marche. Yes, donc c'était The Izu DW podcast en direct du Mix-Up. J'étais avec Flo Sama qui doit se barrer, avec JQQ, JWQ, JQ Square, et merci aussi à Jim qui était avec nous en assis sur cette interview. Cheers. Allez, ça sera bientôt sur YouTube et aussi sur Spotify. Ciao ciao les gars. À toutes. Peace. Flo, il faut que tu fasses un coucou à la caméra pour dire au revoir. Il t'a pas entendu, je crois. Ah dommage. Bon, c'est pas grave. Il est trop occupé. Ciao ciao les gars. À toutes. Tu m'as dit quoi?